Alors, j'ai- la réunion est envoyée. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes en ligne? Oui. Bonjour. Donc, bonjour aux abonnés de la page Facebook des Amis de Coralie Delhomme. Donc, comme promis sur la page, nous avons aujourd'hui deux invités qui sont Arnaud Fabre et Nicolas Glière, auteur du livre École, le crépuscule du savoir, qui est donc édité chez Michalon, Michalon que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit de l'éditeur historique de Coralie, mais aussi a édité David, qui est présent. Donc David Kayla et Vera Nikolski sont avec moi pour échanger avec Arnaud Fabre et Nicolas Villiers pendant allez, 1 heure et demie au maximum. On va se donner jusqu'à 22h30. Et puis cette émission, vous la retrouverez sur la page YouTube de l'association normalement demain. Vous la retrouverez également sur le site dans quelques jours des Amis de Coralie Delhomme. Voilà, c'est aujourd'hui nous avons un site, vous l'avez sans doute remarqué, amidecoraliedelhomme.fr, tout attaché. Et donc, amis de Corail de l'Homme, tout attaché.fr, plus exactement. Et donc, nous allons pouvoir commencer avec messieurs Glière et Fabre. Je vais leur poser une question d'emblée. Nous avons réalisé le 28 février dernier une conférence débat avec Natacha Polony, directrice adjointe de la rédaction de Marianne, directrice de la rédaction, pas directrice adjointe. Elle a d'excellents adjoints, mais elle est la directrice. Directrice donc de Marianne et Jean-Michel Blanquer, ancien ministre. Il est question beaucoup de Jean-Michel Blanquer dans le livre de nos auteurs. Et donc, je voulais savoir s'ils avaient regardé la conférence et ce qu'ils en avaient pensé. Voilà. Donc, lequel veut commencer? Je vais commencer parce que je l'ai regardé un peu plus peut-être que Nicolas Glière. Ce qui est sûr, c'est que les questions que soulève Natacha Polony sont des questions pour le coup essentielles sur la question de l'autorité de l'enseignant, sur le fait qu'il y a aussi une perte de prestige de la fonction enseignante, pour plein de raisons, la question du salaire, la question aussi de l'évolution de nos sociétés modernes. Mais les réponses qu'apporte Jean-Michel Blanquer, finalement, sont à l'image des 5 ans qu'il nous a laissés en tête et que nous avons effectivement largement traités dans notre ouvrage. Pourquoi? Puisque dans les faits, eh bien, Jean-Michel Blanquer fait des réponses qui sont des réponses qui, en apparence, sont la réponse que l'on attend. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va lui dire, mais il y a un manque d'autorité. Oui, 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 effectivement, le prestige de l'enseignant et l'autorité, c'est fondamental, nous répond-il. Bon, on l'a entendu hein, pendant 5 ans. Sauf que qu'a-t-il fait? Certains disent qu'il n'a pas eu les moyens de mettre en place sa politique. Mais sauf que quand on a été ministre pendant 5 ans ministre de l'Éducation. Ça ne s'était jamais vu depuis, je crois, que c'était jamais vu dans la Ve République. Il se trouve que, eh bien, à un moment donné, si on n'a pas les moyens et les budgets de mettre en place la politique que l'on prétend mener, qu'on prétend qu'il doit être menée, eh bien, on se retire. Sauf que ce monsieur, en l'occurrence, est resté 5 ans. Pendant 5 ans, il a mené certaines actions, certaines qui étaient pas trop mal, il faut bien reconnaître. Tout le bilan de Jean-Michel Blanquer n'est pas à jeter ou à vouer aux gémonies. Pour autant, il se trouve que dans la conférence face à Natacha Polony, il dit par exemple que, eh bien, oui, il faut faire un peu plus pour la formation que sur les inspections. Bien, il n'y a pas, ce n'est pas totalement satisfaisant que, par exemple, les perturbateurs de cours, eh bien, devraient être pris en charge et qu'il a des idées à ce sujet. Que ne les a-t-il mises en place pendant ces 5 ans? Quand on est 5 ans pendant ministre, qu'on est 5 ans être ministre, évidemment, que la première année, on assume le bilan des précédents et qu'on mette en place des réformes que l'on n'a pas forcément choisies. C'est une chose. Enfin, au bout de 7 ans de macronisme, nous dire qu'il y a des tas de choses qu'il fallait faire qu'il n'a pas faites, je pense qu'on est tout à fait dans l'image de Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire de quelqu'un qui tient une ligne qui lui permet d'être populaire, ce qu'il était, mais qui, dans les faits, confronté à la réalité, eh bien, pour le coup, se fracasse contre tout simplement le désaveu
du réel, et surtout des gens qui sont dans les écoles, que ce soit les enseignants, dont nous sommes, mais aussi pour le coup les élèves et leurs parents, en l'occurrence, qui voient bien que quasiment rien n'a été fait, qu'en tout cas la simplification et le retour aux fondamentaux qu'il avait prôné, et le retour de l'autorité, le retour du calme dans les classes, tout ça, c'était du vent, et ça a duré 5 ans. Est-ce que je peux rebondir? Bah, vas-y, Parce David. que, enfin, c'est Jean-Michel Blanquer, pour moi, c'est un peu un mystère, hein. Il arrive au ministère de l'Éducation, on a l'impression effectivement qu'il parle d'autorité, de réhabiliter l'enseignement, l'enseignant, enfin toutes les choses d'ailleurs que vous dénoncez dans votre livre. Euh, Néanmoins, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la réforme du bac, qui est une manière de détruire le groupe classe. Alors, au nom, a priori, mais ça, c'est une vieille idée. C'est pas lui qui l'a eu au départ. C'est-à-dire, pourquoi casser le bac? D'abord pour des raisons logistiques et économiques, hein. Ça coûte très cher et c'est très compliqué à organiser. Moi, je sais parce que j'ai fait en tant qu'enseignant du supérieur. Vous savez on préside les jurys de bac et avec donc les directeurs d'établissement, hein, et puis d'autres personnes. Et il nous disait, bon, ben, faut que ça s'arrête, on n'arrive plus à le faire, c'est trop compliqué. Donc, il fait ça, il casse le bac. Et au nom aussi de quelque chose que vous dénoncez, c'est-à-dire casser un peu la filière élitiste parce que tout le monde faisait S. Et donc, il fallait ouvrir davantage, casser le bac pour ouvrir davantage et faire en sorte qu'il n'y ait pas des filières élitistes et d'autres qui soient considérées comme moins bonnes. Bon, le résultat de cela, c'est que bah, on a des choses intéressantes. Alors, je pense que aura des choses à dire là-dessus. Les filles ne font plus de maths, ni de sciences, alors qu'avant, elles allaient en S, parce que c'était les meilleures. Et puis, ça a entraîné des difficultés sur le terrain. Enfin, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, absolument incroyable. Et moi, je voudrais savoir, parce que c'est une réforme que Blanquer a portée. C'est pas, on lui a pas imposé cette réforme. C'est pas juste un problème de moyens. Il avait quand même une philosophie derrière ces réformes qui n'avait rien à voir avec son discours. Enfin, je sais pas, moi je ne suis pas en lycée, hein, par ailleurs, le niveau de maths de ceux qui font SP maths, il a peut-être sans doute un peu progressé parce que, d'après ce que j'ai vu, le programme est plus exigeant. Mais j'ai l'impression que entre le discours de retour des savoirs fondamentaux et la pratique qui est finalement casser le bac et pousser les personnels à faire quelque chose sans du tout réfléchir à la manière dont ça va être appliqué sur le terrain. Enfin, moi, c'est un peu ça que je retire de Blanquer, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas sur le terrain ce qu'il est censé faire dans les discours. Vous qui avez connu ça, enfin qui avez vécu ça dans les lycées, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Justement, en fait, ce n'est pas Jean-Michel Blanquer. Ça a commencé notamment sous Peillon ou Najat Vallaud-Belkacem. Donc, c'est indépendant des partis politiques au pouvoir. Il y a une volonté, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans notre livre, une volonté des partis libéraux, du libéralisme économique, de détruire la culture, de détruire l'accès au savoir de manière méthodique et systématique. Ça n'a rien de hasardeux. Ce n'est pas un hasard ce qui a été fait. D'ailleurs, la réforme du lycée qu'a subi le lycée, c'est une réforme qui a été voulue par le PS au pouvoir et qui a été mise en place par la droite au pouvoir, macroniste. Donc, il n'y a aucune différence, quasiment à très peu de choses près, très peu, du saupoudrage. Mais à part ces différences de postes, qui ne sont pas rien, je le reconnais, mais qui sont très légères, il n'y a aucune différence idéologique entre l'école voulue par Najat Vallaud-Belkacem, Payon, Hamon, ou Jean-Michel Blanquer, et même Gabriel Attal d'une certaine manière, qui derrière les propos très fermes, les coups de menton, etc., va appliquer une réforme du collège, de nouveau, 8 ans après, à moyens constants, et même en enlevant des heures aux élèves et aux professeurs, en supprimant des postes et en enlevant des heures de cours fondamentales. Donc on a un discours, un affichage, ce que Blanquer a fait en arrivant, pour complaire notamment à la droite, au Figaro, à qui vous voulez, à Valeurs Actuelles. Et il y a la réalité derrière. La réalité, c'est quoi? On a de moins en moins de cours de français, de moins en moins de cours de maths. On apprend de moins en moins de choses aux élèves parce qu'il ne faudrait quand même pas trop les pousser, il ne faudrait pas les brusquer. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a derrière cela aussi une société qui se ramollit au niveau des attentes et des exigences
du cadrage envers les enfants de façon générale. Je pense que l'actualité nous le montre aussi. On ne met plus assez de limites, on ne met plus assez de cadres. Et je ne crois pas être réactionnaire en le disant. Ce n'est pas l'idée, les jeunes de nos jours. Les jeunes ont toujours été des petits cons. Ça a toujours existé. Nous-mêmes avons été des petits cons. Et tant mieux, c'est notre rôle dans la vie d'être des petits cons à un certain âge. On peut rester un peu bêta parfois, par moment, mais l'idée, c'est quand même d'avoir des gens qui nous disent un jour, stop, ne va pas jusque-là. Ah, tu vois, ça fait mal. Ne dépasse pas cette limite. Il y aura une conséquence si tu le fais. Il n'y en a aucune, y compris au niveau de l'apprentissage et des savoirs. Et on a des gens, quel que soit leur parti politique, qui ont gouverné l'éducation nationale, qui ont empêché l'école de jouer son rôle d'émancipation sociale et d'accès au savoir, notamment, alors, je pense que vous l'avez vu, avec la doctrine, l'idéologie pédagogiste, qui, selon une formule excellente d'Arnaud, le pédagogisme est un moyen en fait d'accompagner le manque de moyens de l'école euh, côte à côte avec le libéralisme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les pédagogistes qui se prétendent tous de gauche, donc soi-disant antilibéraux, tiennent les mêmes propos, mais au mot près, que les libéraux. On n'a pas été assez loin. Il faut encore plus de pédagogisme. Attendez, ça fait 40 ans que vous gouvernez toute l'école, l'OCDE au niveau scolaire. Vous gouvernez toutes les instances qui gouvernent l'école. Vous n'avez pas encore eu assez de pouvoir. C'est par manque d'appliquer vos idées que l'école va mal. Non, on les a trop appliquées, justement. Donc maintenant, c'est vous les réactionnaires. Allez vous coucher, partez à la retraite, occupez-vous de vos petits-enfants et laissez des gens plus jeunes, plus intelligents que vous, parce que vous êtes des gens qui vous êtes trompés, admettez-le, et laissez l'école renaître autrement, avec justement un accès au savoir pour tous, et qu'on permette aux enfants de classe défavorisée, par exemple, d'avoir accès à un savoir qu'ils n'ont pas chez eux. Et encore une fois, il n'y a aucun mépris à dire cela. Ils ne l'auront pas ailleurs. Donc l'école ne doit pas être un centre aéré. Qu'est-ce qu'ont fait les ministres qui sont passés, dont Jean-Michel Blanquer? Ils ont démoli le bac, qui est devenu un bac local. Donc le but, c'est quoi? C'est de surnoter les élèves. Les lycées le font allègrement. Les collègues de lycée l'avouent tous. Ils surnotent les élèves comme des malades. En plus, il y a des parents surstressés qui les agressent s'ils ne le font pas. Donc il y a une pression de la société, des parents, donc, mais aussi de l'institution, les inspecteurs harcelants et menaçant les professeurs qui ne voudraient pas surnoter les élèves au bac. On peut vous dire que c'est la même chose au brevet. C'est parfaitement la même chose. Consigne de surnoter des copies complètement fautives. Donc on nous demande en fait de mentir sur le niveau des élèves. Et donc tout le délire, le choc des savoirs de Attal, qui en fait écho à ce que prétendait Blanquer en arrivant, c'est le cas. Et c'est la même chose pour les concours enseignants, je terminerai par là, pour vous montrer un peu le lien qu'il y a dans toutes ces choses. Les concours enseignants étaient encore plus démolis par Jean-Michel Blanquer, lui, le chantre des matières fondamentales, du français et des maths. On doit revenir au savoir. Je suis anti-pédago, disait-il. C'est absolument faux. Il a renforcé les matières pédagogistes au concours, c'est-à-dire des non-matières. En gros, faire du vent, faire du flanc, sans parler du contenu. Donc les concours sont de plus en plus tenus par des gens des sciences de l'éducation, c'est-à-dire pour trop souvent des gens qui n'ont jamais fait cours, qui ne savent pas ce qu'est un élève, qui n'en ont jamais vu d'autres que leurs copains de classe. Vera. Je rebondirai quand même sur... Oui, bonjour. Oui, je Peut-être vous en prie. Arnaud Bon, Fabre. je laisse la parole à Madame Nikolski. Allez-y. Non, 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 allez-y. Si c'est pour compléter, allez-y. Parce que moi, ça sera Oui, un je peu. voudrais effectivement, je voudrais compléter sur deux points, ce qu'a dit Nicolas Glière, et sur les questions, effectivement, le mystère Jean-Michel Blanquer. En fait, le mystère Jean-Michel Blanquer, c'est le mystère Macron sur l'éducation. Pourquoi? Parce que Monsieur Macron est au pouvoir depuis 7 ans. On ne peut pas dire qu'il manque de levier s'il voulait vraiment faire quelque chose. Alors, il va faire des expérimentations sur l'uniforme euh, avant de le généraliser. Bon, il va expliquer que le SNU, c'est formidable, le haut lever de drapeau, etc. Bon, on peut être de cette Ah France-là, non, un on mois peut de être de cours, hein. cette Pardon, frange. Voilà. pardon, mais le Mais, SNU, c'est un mois de cours en moins pour les secondes. C'est moi, Ça, voilà, non, mais c'est exactement. pas à ça. la fois vouloir faire l'enseignement fondamental et plus d'enseignement, et puis en même temps réduire les heures. Voilà. C'est tout le paradoxe, c'est qu'en fait, on a, dans notre livre, on a principalement deux thèses. La première thèse, nous sommes pas la seule à la porter, c'est de dire que les réformes successives de l'éducation nationale, qui sont quand même très nombreuses, enfin, en moyenne, il y en a une par an, hein. Donc, quand c'est pas la primaire, c'est la maternelle. Quand c'est pas le collège, c'est le lycée. Quand c'est pas directement le lycée, ça va être le bac. Ensuite, on vient. Enfin, il y a eu ces dernières années, il y a quand même eu cinq
dispositions différentes du baccalauréat, qui est censé être le même baccalauréat. Certes, il y a eu le Covid, c'est la seule excuse, on va dire, à ça. Enfin, voilà, 5 Avec plus baccalauréats de maths, différents moins de ces 5 maths, dernières maths années. optionnelles, etc. Ouais, Voilà, c'est totalement c'est n'importe quoi. n'importe quoi. Il n'a donc aucune stabilité. Et donc, le seul objectif de ces réformes, quelles qu'elles soient, c'est toujours de faire des économies. Toujours, systématiquement. Là, par exemple, on en a encore un exemple, puisqu'on est en train de vivre une énième réforme du collège, la dernière n'ayant pas vraiment abouti, celle de 2016, lancée par la gauche, Najat Vallaud-Belkacem, et là, mis en place par un homme venu du PS, arrivé chez Macron comme un jeune premier, et qui, effectivement, passant de poste en poste, aujourd'hui est Premier ministre, mais a lancé cette réforme en tant que ministre de l'Éducation, M. Attal. Il se trouve que cette réforme ne se fait pas simplement à coût constant. Elle se fait même, pour le coup, en enlevant des heures. Par exemple, l'an dernier, eh bien, il y avait 1 heure par classe de sixième qui ont été supprimés en technologie. On a dit, on va en faire du soutien. Donc, on laisse 16 heures. Bon. Eh bien, cette année, ces groupes de soutien sont supprimés pour la rentrée. C'était Les heures soutien en avec. français et en maths, hein, pour les matières Voilà. fondamentales, justement, donc c'est encore plus grave. Et résultat, le début de la réforme de ce qui s'appelait quand même l'an dernier la nouvelle sixième. C'est vrai qu'une nouvelle sixième, vous prenez 1 heure de techno, vous la transformez en soutien maths français, égal, on a révolutionné la sixième. Ça, c'est la communication du ministère de l'Éducation. Donc, le résultat, c'est que cette heure-là a disparu. Par exemple, les heures de piscine qui sont faites par les petits sixièmes en EPS, donc en sport, hein, eh bien, étaient à l'époque financées. Hein, il n'y a pas 1 heure de piscine par semaine. Donc, le résultat, c'est qu'il y a des heures qui sont financées comme ça, un petit peu au compte-gouttes, on va dire, et qui étaient versées par les inspections académiques aux collègues de sport qui s'en occupaient. Eh bien, pour la rentrée 2024, ça, c'est déduit de nos dotations horaires. Donc, on perd concrètement un petit collège, 3 classes par niveau, perd 3 heures de cours. Les gros collèges qui vont avoir 6 ou 7 sixièmes, ils perdent 6 ou 7 heures de cours. Il y a toutes les heures de piscine qui doivent être déduites de la dotation. Et il faut mettre en place la réforme avec les groupes de niveau, qui sont des groupes surnuméraires par rapport au nombre de classes. Et donc, on voit bien que de réforme en réforme, mais celle-ci en est un exemple flagrant. L'idée, c'est toujours la même chose. On nous dit, faites mieux avec moins. Et ce discours, c'est le discours des inspecteurs. Et c'est pour ça, et je te remercie Nicolas d'avoir rappelé que la deuxième thèse du livre, c'est le fait que le libéralisme eh bien, a été accompagné par malheureusement la gauche et la droite, et ni la gauche ni la droite, le centre ni de gauche ni de droite, et de gauche et de droite. Sur quoi? Sur cette idée que le pédagogisme serait une réponse au manque de moyens. Fondamentalement, le problème est là. C'est-à-dire que le pédagogisme, faites mieux avec moins, le discours de tous les inspecteurs complètement déconnectés des classes, qui nous tiennent parfois un discours, évidemment, très culpabilisant, mais surtout selon lequel on ne fait jamais assez bien, selon lequel on n'a jamais ni la bonne méthode, ni les bonnes intentions, alors qu'eux sont bienveillants et veulent le bien de tout le monde, eh bien, c'est quoi? C'est la réponse à la pénurie constante de moyens. Et on peut vous le dire, avec Nicolas, on enseigne depuis le début, milieu des années 2000, hein, 2004, 2005, dans l'éducation nationale, on a toujours connu cette pénurie. Ça fait 20 ans que ça dure. Et ça ne s'est jamais arrêté. Effectivement, il y a eu des créations de postes au moment où M. Hollande était donc président. Mais quand même, il a gardé pendant 1 ou 2 ans le gel du point d'indice parce que nos salaires coûtaient un peu cher. On se doute, les profs sont tellement grassement payés qu'on coûte vraiment très cher à l'État. Voilà, c'était les rappels hein, pour commencer, effectivement, un petit peu en force, ce débat. Madame Nikolski, excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Il n'y a aucun problème. Je voulais vous saluer aussi tous les deux. Je suis très contente de vous voir dans cette émission parce que j'ai vu la présentation de votre livre au moment où moi-même je présentais notre livre collectif issu des réunions des journées en mémoire de Coralie Delhomme, qui a aussi été édité chez Michalon.
Et donc, c'était la même réunion où ce livre collectif était présenté aux commerciaux, où ils ont diffusé votre enregistrement, parce que vous n'étiez pas là physiquement, de présentation de votre livre. Donc, c'est comme ça que j'en avais appris l'existence. Et voilà, donc je suis très contente du coup de vous recevoir dans cette émission. Ça fait le lien avec Coralie Delhomme qui nous réunit tous dans l'association. Moi, j'avais une question un peu surplombante pour situer votre livre, en fait, peut-être pour les gens qui nous écoutent et pour mieux faire comprendre à tout le monde quelle est votre position. Vous venez de résumer les deux thèses principales du livre. C'est un peu comme ça aussi que je l'ai compris en prenant des notes, en le lisant. Donc, je vais y revenir peut-être un peu plus tard. Mais pour situer vraiment globalement votre approche, votre livre, euh, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous vous situez par rapport à d'autres auteurs qui ont aussi écrit sur l'école, parce que l'école, c'est un peu un objet qui a beaucoup été commenté et critiqué, ce qui est normal vu les constats que vous faites depuis les 20-30 dernières années. Et vous prenez un exergue, par exemple, une citation de Jacqueline de Romilly, et est-ce que vous pourriez nous dire ça, en fait? Comment vous vous situez par rapport aux autres analyses, à ce qui avait déjà été dit par d'autres? Est-ce que c'est plutôt dans leur sillage ou est-ce que c'est un peu différent? Alors, Jacqueline de Romilly, Jean-Claude Michet, enfin plein de gens qui ont écrit sur ce sujet. Voilà, donc une question un Alors, peu... Finkielkraut aussi, il a les fêtes de la pensée. oui, aussi. Finkielkraut, exactement. Alors, l'affiliation de mon côté, vraiment, c'est Michéa. Je vous le dis clairement. Enfin, je suis vraiment dans la ligne de Jean-Claude Michéa. Toutes ses analyses m'ont toujours paru extrêmement pertinentes. J'ai quasiment tout lu de lui. Il a une approche justement qui est très intéressante, qui n'est pas... alors, elle est politisée dans le sens qu'il s'intéresse aux politiques, mais il n'est pas politisé dans le sens où il se dit, comme nous, homme de gauche, qui est déçu par la gauche et qui la condamne en fait pour ses absences, ses errances, ses oublis, ses dénis, voilà. En revanche, si nous suivons, comment dire, nous avons des points communs, par exemple, avec Brigelli, c'est évident, dans certaines choses que nous dénonçons. Le problème, c'est que nous ne sommes pas du tout arrivés au même résultat. Nous avons des constats qui sont similaires. Et puis, enfin, je pense qu'il faut quand même le remercier pour ses livres, parce qu'il a fait prendre conscience à certains, même si on n'est pas d'accord avec tout, il a fait prendre conscience de l'état de l'école et justement de ce qu'était le pédagogisme, qui était très en vogue et très à la mode dans les années 90-2000. Ne pas être pédagogiste, c'était être un monstre réactionnaire. Je pense que c'était quasiment avoir sa carte dans un parti d'extrême droite, hein. Donc, voilà, donc il a eu quand même ce mérite de montrer que le pédagogisme avait des côtés redoutables et commencer à montrer un peu ses mécanismes. Alors, là où ça ne va pas par rapport justement à Brigelli, c'est que je l'ai entendu pas mal ces derniers temps expliquer que, par exemple, les professeurs étaient vraiment tous des lâches à ne pas s'énerver quand un chef d'établissement les harcelait. Oui, mais il est bien gentil, ce monsieur. Il a arrêté d'enseigner il y a très longtemps, à une époque où les enseignants étaient encore respectés, où le fait d'être, par exemple, agrégé suffisait pour que le chef d'établissement baisse d'un ton avec vous. Aujourd'hui, on humilie des agrégés, parfois même en public. On leur parle mal, on leur crie dessus, on leur détruit leur emploi du temps, on les harcèle, tout simplement. Et il ne se passe strictement rien. Donc, il n'a pas connu cette école-là. Oui, les professeurs sont devenus plus lâches, on en témoigne, d'ailleurs, on ne le cache pas. Je ne crois pas que le livre protège les professeurs, dans l'absolu d'ailleurs. On ne dit pas qu'ils sont innocents dans ce qui leur arrive. Je pense qu'ils sont tout aussi responsables que les autres acteurs d'ailleurs. Mais, comment dire, c'est une fausse analyse de croire que les professeurs sont les seuls responsables, ils seraient juste des lâches qui gênent. Ce n'est pas que ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas que ça. Et alors oui, il y a Bégodeau aussi qui a parlé pas mal d'écoles. Alors, pour être très honnête, je trouve le personnage assez pénible, assez arrogant et suffisant. Il peut dire des choses intéressantes sur des sujets de société. Sur l'école, c'est une catastrophe ambulante. Il est ultra pédagogiste. Il se pense enfin, il se dit libertaire et il soutient toutes les thèses qui ont détruit l'école, qui ont détruit l'école. C'est-à-dire qu'il est à fond dans la destruction de la connaissance qui serait forcément bourgeoise, la destruction de la transmission qui serait presque une espèce de perversité de la part de tyrans sur des pauvres enfants innocents. Enfin, ça n'a aucun sens. Il a une vision de l'école qui, elle aussi, je trouve, est complètement détraquée parce que lui-même n'enseigne plus depuis extrêmement longtemps et il a oublié d'où il venait. Il a oublié ce qu'il avait fait.
et il nous fait larmoyer sur ces élèves de cité faisant du théâtre avec lesquels il aurait fait des choses merveilleuses sans trop creuser le côté savoir. Il est bien brave, j'aimerais le revoir aujourd'hui dans une cité, à enseigner dans un collège difficile, et nous raconter que ce qu'il fait est formidable, fonctionne, et que ça donne une culture inouïe aux élèves. Ça m'étonnerait. Hier, Nicolas, je te rejoins sur une chose. Après tout, n'oublions pas, je crois que c'était pour les vœux de janvier ou quelque chose comme ça, que le président Macron en personne, hein, puisque il nous a expliqué hein, depuis 7 ans que la question de l'école était une question qui était vraiment la chasse gardée, hein, le précaré de la présidence de la République. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce que sa femme elle-même a été enseignante et qu'elle a encore beaucoup d'idées sur la question eh bien, ou qu'elle a placé peut-être Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence, ou d'autres. Il se trouve que, en l'occurrence, eh bien, euh, il nous a fait des annonces qui n'ont été suivies d'absolument aucun effet. Aucun. Par exemple, il a parlé de théâtre. On lui dit, il y a une absence de moyens, il y a de la violence scolaire, les salaires des professeurs sont en berne, les bâtis scolaires sont parfois totalement délabrés. On a un problème de clair manque de niveau à la fois de formation de certains collègues. Hein, ça, on fait partie, peut-être ça, c'est aussi un de nos mérites. On fait partie des seuls, quitte à pas se faire aimer par la profession, à dire qu'il y a un problème de niveau de recrutement chez certains collègues, du primaire, mais aussi du secondaire. Hein. Bon, évidemment, c'est pas fait que des copains en le disant, parce que certaines personnes se retrouvent là-dedans, en se disant, est-ce qu'il me vise moi, qui a été pris avant-dernier au CAPES, alors que la moyenne d'admission était pour le coup à 7,1? Peut-être. Peut-être que cette année-là, la barre d'admission aurait mieux fait de ne pas descendre en dessous de 9. Effectivement. Mais vous voyez, on est aussi, comment dire, face à un exécutif qui, c'est vraiment, là je ne ferai pas de parenthèse sur le Covid, mais on l'a vu pendant le Covid, avance systématiquement à l'aveuglette. C'est-à-dire, il va dans une direction et il en prend une autre. Il suffit de regarder. Après Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye. Après Pape Ndiaye, Gabriel Attal. Pendant que Gabriel Attal devient Premier ministre, on lui impose Belloubet, qui est son extrême inverse, politiquement, dans la pensée sur l'éducation. Enfin, cette dame a écrit des choses entre les années où elle était rectrice et la suite, parce que ces gens ont toujours une carrière. Bon, euh, sur l'éducation, elle a écrit des choses qui disent exactement l'inverse de ce qu'a dit Gabriel Attal. Elle devient ministre, on lui dit comment faites-vous pour concilier ça? Elle répond, bien, il s'agit d'être, sa formule avait été, je crois, il s'agit d'être solidaire avec le gouvernement. Ça veut dire qu'elle est en train de nous dire que si elle a des convictions, elle doit les abandonner. Mais comme ces gens-là ne sont jamais à court d'idées, eh bien, ça veut dire qu'elle les mettra en œuvre contre les directives qu'on va lui donner. Et c'est là qu'on voit bien que le monde de l'éducation est un monde qui est, comment dire, très, très partagé, très, pas simplement parcouru, mais il est vraiment scindé, comme d'ailleurs notre pays, hein, politiquement, en divers groupes qui sont très irréconciliables. Parce que, contrairement à ce que croit M. Macron, on ne peut pas à la fois faire des cadeaux d'impôts et dépenser plus sans faire de la dette. C'est pas possible. Que contrairement à ce que M. Macron dit, on ne peut pas, eh bien, investir dans l'éducation et récupérer, il y a quelques semaines, 700 ou presque 800 millions parce que bah, le déficit est un peu trop élevé de 10 milliards. Donc, on fait les fonds de tiroir. Et bah, sur les 10 milliards, il y aura presque 1 milliard, en tout cas 700 et quelques millions, qui seront pris sur l'éducation. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des annonces et sur le terrain, systématiquement, nous, on doit, bah, c'est à peu près comme si on vous demandait je ne sais pas moi, de nettoyer pour le coup les écuries d'Augias avec un robinet qui ne fonctionne pas. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on nous demande un exploit, on nous demande de faire systématiquement plus et de se lancer dans des travaux titanesques, voire travaux d'Hercule. Et sauf que ben, on n'est pas dans la magie des contes ou des légendes. On n'est pas nous sur le temps politique, parce que c'est notre carrière. Et c'est pour ça
qu'à un moment donné, y compris au sein des stylos rouges, on ne s'est pas fait que des amis en prenant la parole assez librement, mais on l'a fait. Et on l'a fait parce qu'il y avait suffisamment de gens parmi les stylos rouges qui avaient voulu, au début du collectif, en fin 2018 et surtout début 2019, eh bien, faire entendre une voix différente, qui n'était pas justement la voix qui consiste à dire j'appartiens à un syndicat, donc je dis ça. J'appartiens pour le coup à une famille politique, donc je me dois de combattre un tel et d'être d'accord, quitte à le faire en façade avec d'autres. Et effectivement, eh bien, on s'est rendu compte aussi que le militantisme eh bien, était une voie de solitude, ce qui, à bien y réfléchir, est totalement paradoxal, parce que le militantisme, par définition, c'est aussi la vertu du nombre, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul à penser, on n'est pas seul à agir. Hein, avec les stylos rouges, on est un peu plus calme depuis un an ou deux, mais incontestablement, c'est quand même nous qui avons été portés plainte contre Jean-Michel Blanquer sur sa gestion du Covid. Aucun de nos syndicats, aucun de nos syndicats de l'éducation n'avait osé. Depuis, notre plainte a été déboutée, ce qui veut donc dire que très honnêtement, nos organisations syndicales ne risquaient pas grand-chose à lancer une procédure contre Blanquer. Mais ce qui est terrible, c'est que au fond, euh, énormément de collègues se retrouvent dans au moins une grande partie de ce que l'on écrit, comme ils se retrouvent dans les écrits de Brigelli, comme ils se retrouvent dans les écrits aussi de Monsieur le Prof, celui qui a réussi à prendre la parole en mettant son livre en vente quelques mois après le nôtre, bah, la veille de la rentrée, première rentrée qu'il ne faisait pas, puisqu'il venait de démissionner. Donc, il a fait un coup de com' extrêmement réussi. Son livre aussi est réussi. Mais il se trouve que quand William Lafleur eh bien, veut faire vendre ses livres, il est obligé de démissionner de l'éducation nationale pour mieux en parler. C'est dire à quel point on est face à une situation de tension au sein même des équipes. Ces coupes budgétaires ont des conséquences dramatiques dans les équipes. C'est la guerre au sein des équipes pédagogiques, dans les collèges, dans les lycées, parce que tout le monde tire la couverture à soi. Tout le monde veut essayer d'obtenir les miettes envoyées par une réforme ou que nous laisse une réforme. Et donc, oui, c'est la guerre du chacun contre tous, hein, ou de l'un contre les autres. Et malheureusement, nos chefs d'établissement accompagnent ces réformes et pour la plupart maintenant sont recrutés pour mettre en place cette zizanie à, à coup de grandes coupes budgétaires. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je pense que c'était important de relier l'ensemble, hein, justement aux références, hein, et évidemment aux auteurs qui nous ont précédés et qui sont encore en vie, hein, pour la plupart d'entre eux, sauf Madame de Romilly, dont on regrette, mais elle ne pouvait pas être éternelle, autrement qu'en rentrant à l'Académie française. Est-ce que, enfin, d'abord, Vera a posé la question que je voulais poser. Donc, ça veut dire qu'on a lu le même livre et qu'on a les mêmes questions. C'est votre positionnement par rapport aux autres auteurs. Mais du coup, j'avais beaucoup d'autres questions. Mais je voudrais revenir sur, finalement, bon, alors, votre livre, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il a un style très pamphlétaire. Hein, alors il se lit du coup très, très facilement parce que voilà, ça rentre dedans. Hein, vous ne mâchez pas vos mots et c'est assez agréable d'avoir des profs de terrain qui disent les choses telles qu'elles sont. Et bon, c'est vrai que quand on écoute ensuite les ministres parler de l'école, on n'a pas tout à fait le même son de cloche. Mais alors, dans votre analyse de ce qui ne va pas, moi, je suis un peu, comment dire, il y a des choses qui m'interrogent quand même. Hein. Parce que quel est l'objectif et où sont les contradictions? Là, vous venez de dire, il y a plein dans le système éducatif. Il y a d'abord le gouvernement ne sait pas où il va. Il a des discours et les actes sont différents, et puis il fait des choses contradictoires, et j'en suis d'accord. Et vous dites aussi que dans le milieu enseignant, dans le milieu collectif de l'éducation, ça va dans tous les sens parce que les groupes ne sont pas d'accord entre eux et ils se refilent un peu la patate chaude. Donc on a l'impression comment dire, d'un système d'éducation euh, totalement déstructuré. Et en même temps, vous dites, mais les réformes vont toujours dans le même sens depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose ici qui est bizarre. Et par ailleurs, vous dites que l'idéologie qui prévaut dans cette direction, c'est le libéralisme.
Et ça aussi, alors, moi, pour le coup, bon, j'ai un peu étudié le libéralisme, mais je n'ai pas du tout cette même vision. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on peut appeler cela du libéralisme. Le libéralisme, c'est l'idée d'émanciper l'individu face à la société. C'est de libérer l'individu. Et quand on voit un grand auteur libéral comme John Stuart Mill, pour lui, l'éducation et le savoir, et même chez Adam Smith, qui est le premier quand même au XVIIIe siècle à dire il faut avoir des systèmes d'éducation publique et obligatoire pour les enfants des ouvriers, euh, tous les grands auteurs libéraux, ils veulent faire de l'éducation un outil d'émancipation. Donc, euh, donc en fait, contre quoi vous vous battez? C'est ça la question. Pour moi, le libéralisme, c'est un mot dans lequel vous mettez finalement plein de choses. Alors, j'ai compris la référence à Michéa, mais je crois que bon, il y a beaucoup de débats à avoir avec Michéa sur sa définition du libéralisme. Moi, j'ai l'impression, mais c'est là que je veux vous entendre, que le cœur du problème, il est qu'on veut faire de l'école pas du tout effectivement comment dire, un lieu de savoir et d'apprendre de compétences. D'ailleurs, je voulais en parler, mais on y reviendra peut-être après. Vous dites que les profs n'enseignent plus, en fait. C'est-à-dire que l'objectif de l'éducation n'est pas d'enseigner dans la vision qu'on a actuellement. C'est d'une part de préparer le travailleur, et on le voit avec l'approche par compétences, et d'autre part, bah, de satisfaire les besoins des parents. Et on l'a vu aussi pendant le Covid, où quand les écoles fermaient, c'était terrible, parce que du coup, les parents, il fallait qu'ils restent, et ils ne pouvaient pas travailler, et les infirmiers qui devaient aller à l'hôpital avaient besoin que leurs enfants soient gardés. Et d'ailleurs, quand il y a une grève de l'éducation nationale, c'est toujours qui va garder les enfants qui est au cœur. C'est jamais, ah ben dis donc, ils vont perdre des savoirs. Donc, pour vous poser une question précise, euh, est-ce que vous vous battez contre le libéralisme ou est-ce que vous vous battez contre une perte de sens de l'éducation qui, en fait, est liée à une forme de consumérisme, qui n'est pas la même chose. Consumérisme des parents, utilitarisme de la part des gouvernements qui veulent que l'école soit finalement un lieu de vie où les enfants ne nous embêtent pas trop. Voilà. Si on voulait déterminer, enfin expliquer ce sur quoi vous vous battez, est-ce que c'est pas ça plutôt que le libéralisme? Alors, en fait, ça peut être les deux. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une approche consumériste de la part des parents, je pense qu'on y reviendra violemment à un moment ou à un autre, on en parlera. Mais le néolibéralisme, si vous préférez, ou le capitalisme, peu importe, c'est-à-dire toute approche de l'école, mais de l'hôpital, des services publics, comme peu important parce que non rentable. Non rentable, faussement. Ces gens, parfois des théoriciens par ailleurs brillants économistes, ne se rendant pas compte que forger les générations futures, mais c'est une richesse inouïe, y compris au niveau argent, hein, j'entends même sonnant et trébuchant. Pardon, pardon, je vous coupe un peu, mais Mérieux, par exemple, vous le critiquez beaucoup, le pédagogisme, mais Mérieux, il n'est pas néolibéral, il n'est pas contre le savoir. Non, mais le Alors, résultat, mais comment on peut en comprendre fait, c'est ça? leur paradoxe. C'est ça qui Nicolas? nous a beaucoup étonnés, c'est ce Oui. sont leurs paradoxes à eux. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils vont dans le même sens et qu'ils aboutissent au même résultat ensemble, main dans la main. C'est-à-dire, euh, mettons moins d'heures de cours en français parce que le français, finalement, c'est pénible, c'est difficile. La grammaire, c'est saoulant, l'orthographe, quelle importance, etc. Et puis, on va avoir, par exemple, les libéraux, les capitalistes purs et durs, si vous voulez, qui vont être très hostiles à des choses comme le latin. Mais quel est l'intérêt de faire du latin? Ça coûte de l'argent, ça ne rapporte rien. Bon, bah allez, on abolit le latin, ça suffit. Les gamins, allez faire de la finance, hein, c'est bon, ça c'est plus utile. Euh, Vous voyez ce que j'exagère le trait, mais c'est vraiment cette idée-là qu'on a pu observer. Et c'est très étrange qu'on retrouve la même chose chez des gens comme Mérieux, qui est quasiment un maoïste fanatique, tout d'abord, et qui aujourd'hui finalement parle comme les libéraux. Il parle comme ce qu'on appelle les partis libéraux, je l'assume, vous avez totalement raison, vous l'avez bien compris, c'est dans la ligne de Micha, justement, ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans cette ligne-là. C'est les libéraux dans ce sens-là. Ce n'est évidemment pas le libéralisme social, si vous voulez. Lumière. On parle du libéralisme économique à tendance néolibérale actuelle, depuis Reagan, en gros, Thatcher et autres. C'est plutôt ça, c'est l'austérité depuis les années 80. Enfin, c'est dans cette ligne-là, c'est de ça qu'on parle. La destruction des services publics pour promouvoir une société de tous contre tous,
de compétition, etc. Et c'est assez marrant parce que les mêmes pédagogues vont dire qu'ils sont contre la note, ils sont contre l'excellence, ils sont contre les lycées d'élite, contre Henri IV, contre Louis le Grand ou contre le privé, par exemple. Et puis, et en même temps, ce sont finalement des promoteurs du libéralisme économique qui, lui, est une société de compétition permanente. Donc, c'est très étrange. Les compétences, qu'est-ce que c'est d'autre? C'est un mot de patron. On l'a écrit, vous l'avez repris tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, on a ce paradoxe-là en face de nous, en fait. C'est là où nous, on a été étonnés. C'est justement un peu la jeunesse du livre, à la fois par nos lectures, mais en discutant entre nous, en discutant avec des gens, et puis aussi avec nos anciens syndicats qu'on a quittés depuis, qui étaient tous dans la même idée, tous pédagogistes, tous dans l'idée qu'il ne fallait jamais contraindre les enfants, tous à refuser de parler de salaire dans une pudeur bourgeoise. Et alors, plus ils sont à gauche, plus ils sont bourgeois sur les salaires. Faut pas en parler. C'est vraiment incroyable. L'argent est un tabou total. Être bien payé, c'est quasiment être un monstre à décapiter place de la Concorde. Enfin bon, c'est assez ridicule. Il y a quelque chose qu'on a vu et qui nous a énervés. Et c'est ça que vous avez vu en fait. Et vous avez dit que c'était franchement, j'ai été très heureux de comment vous avez parlé du livre, en disant que c'était agréable ce côté piquant, peu caustique. Mais franchement, c'est comme ça qu'on l'a vécu en fait. C'est vraiment Oui. les énervements. Vous n'imaginez pas les énervements qu'on a pu avoir après des réunions au SNES, pour le citer clairement, par exemple, ou à la CGT, ou d'entendre des propos de Sud ou autres. Et pourtant, ce sont tous autant qu'ils sont des syndicats qui ont des vertus réels, avec lesquels on s'est battu, avec lesquels, hein, pas contre lesquels, avec lesquels on s'est battu, dans lesquels on a été, et qui parfois proposent des choses formidables. Mais malheureusement, ils ont une espèce de ligne idéologique complètement chrétienne, comme elles le sont quasiment toutes en général, dont ils refusent de déroger. C'est-à-dire, ah non, on est pour le pédagogisme. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais parce que le SNES, il est pédago. D'accord, bon. FO, ah tiens, on défend les inspecteurs. Pourquoi? Bah parce qu'on en syndique quelques-uns, alors on ne peut pas les attaquer. Bah, défendez les salariés, c'est 90%. Défendez les professeurs, les surveillants, les AESH. Non, la ligne, défendre tout le monde, y compris les 0,2% d'inspecteurs chez eux. Mais non, si des inspecteurs harcèlent tous les autres personnels, un syndicat doit défendre les personnels harcelés ou qui vivent mal. Et ce n'est pas ce qu'ils font. Donc voilà, c'est un peu tout ça, si vous voulez. C'est toutes les choses qu'on a pu observer qui ont fait ce combat. Alors, oui, il y a une partie combat politique de notre part contre un libéralisme dévoyé. Est-ce que c'est un libéralisme dévoyé? Je suis sûr que là, ça serait un débat qui pourrait durer des heures. Est-ce que c'est le libéralisme originel, comme le dit Micha, qui est dévoyé? Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un libéralisme dévoyé, notamment le néolibéralisme depuis les années 78, 80, enfin par là? Peut-être. Mais ça, effectivement, c'est une ligne rouge pour nous. C'est quelque chose que nous combattons clairement et que nous combattons pour défendre l'école, mais aussi l'hôpital, mais aussi la police d'ailleurs, parce que c'est assez marrant, hein, ceux qui défendent en général l'école, enfin les services publics type école et hôpital, ils oublient la police parce que c'est plutôt un marqueur de droite. Donc nous, on essaie de dire, bah non, il y a une cohérence en fait. Une police qui ressemble à rien, qui n'a plus de moyens, avec des voitures pourries et des salaires dégradés, mais c'est pas bien non plus dans une société. La sécurité est une liberté et elle pourrait être un marqueur de gauche. La sécurité, vivre sûr, sans être en danger, ça devrait être une valeur de gauche. Nous, on est sur cette ligne très républicaine. Je pense que vous l'avez compris. Enfin, Mm. pour le positionnement, on est très Alors, républicain, Monsieur très Desgouilles, laïque. allez-y. Je oui, rajouterai quelque chose après. ouais. Alors, justement, on va continuer là-dessus parce que c'est très intéressant, David, à parler du libéralisme d'Adam Smith. Moi, je vais même vous parler de gens aujourd'hui qui, je pense, se retrouveraient largement dans ce que vous écrivez. Quelqu'un comme François-Xavier Bellamy qui a écrit un livre il y a 5 ans sur les déshérités. Je crois que ça s'appelle Les Déshérités. Je pense se retrouverait largement dans ce que vous dites. Je connais aussi Lisa Kamenirsi, peut-être que vous voyez qui c'est. Elle a écrit un livre très récemment qui s'appelle la Grande Garderie. Et qui travaille beaucoup avec David Lisnard, qui est pour le coup un homme qui est dans la droite libérale, et peut-être justement libéral et pas néolibéral. Est-ce que finalement, c'est comment sur quoi ce contre quoi vous luttez, ce n'est pas ce qu'on appelle
et qui est un pendant de l'idéologie managériale, un pendant du une composante, pardon, du néolibéralisme. Et je crois que David connaît bien ça, puis qui va bientôt écrire dessus, qui s'appelle l'idéologie managériale, et qui effectivement s'est très bien Si, combiné avec le pédagogisme. si, c'est probable, mais là, je répondrai quand même à David Keïla. Je pense que là où il a raison, c'est que les penseurs du XVIIIe siècle, ou en tout cas du libéralisme des Lumières, c'est pas moi qui en parlerai. C'est pas, moi, je suis professeur de lettres, je suis pas un spécialiste de ces questions. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'ils estiment que l'éducation, comme vous l'avez très bien rappelé, est avant tout vraiment un levier, enfin plus qu'un levier d'ailleurs, c'est le levier déterminant, en l'occurrence, de l'émancipation sociale. Bon. Je crois que c'est ce que d'ailleurs on reconnaît comme vertu quand même, y compris aux pédagogues dans l'âme comme Mérieux et ses successeurs, euh, c'est que il voulait bien faire. Je pense que quand Mérieux écrit ses livres et essaye de convaincre des centaines, voire des milliers de professeurs de travailler autrement, puisque voilà, c'est vraiment l'ancienne hein, de tous les pédagogues, il faut travailler autrement. Il y a bien cette idée d'émanciper l'individu. Le problème, c'est que ça a créé l'inverse. C'est-à-dire que foncièrement, le problème est là. C'est-à-dire que leurs intentions, si moi, vous me dites que parce que je fais apprendre des tableaux de conjugaison, je fais de la grammaire, où j'enseigne la conjonction de coordination, etc., que je fais du latin, où j'apprends les déclinaisons à mes élèves, j'apprends à les faire traduire dans un sens et dans l'autre, en faisant aussi des choses beaucoup plus fun, hein, comme on dit, etc. C'est pas la question. Mais si vous me prouvez que ce que je fais avec mes élèves, eh bien, vont en faire de petits soldats et que finalement je réduis leur liberté grâce à ça. Je changerai de méthode parce que foncièrement, ça voudrait dire que j'ai tout raté. Ça veut dire que j'ai cru en des choses, mais que le résultat est totalement désastreux. Mais le problème, c'est que eux n'ont jamais tort. Quand vous prenez, enfin, Mérieux, en 2011, reconnaît quand même les limites de certaines de ces théories. Pourquoi? Parce que bah, il se rend compte qu'entre ce qu'il a écrit dans les années 80, voire des années 70 et 2011, il s'en confie au Monde. Hein, on le cite hein, d'ailleurs dans notre bouquin, dans le Crépuscule du savoir, mais on n'est pas les seuls à citer cette interview de Mérieux. Il reconnaît que, eh bien, les enfants n'écoutent plus rien, plus de consignes par exemple. Ils sont plus capables d'écouter une consigne donnée à un groupe de 30. Ça marche plus. Et donc, il dit qu'il faut redonner la consigne systématiquement et il parle de pédagogie de garçon de café. On voit tous un garçon de café qui passe de table en table pour redonner la consigne, réexpliquer, apporter une réponse, essayer de rassurer, etc. Bon, évidemment, Mérieux n'est pas le seul responsable de ça, du fait que les enfants aujourd'hui n'arrivent plus à entendre collectivement, alors qu'ils sont 30, que la consigne généralement a été donnée de manière claire, répétée, parce qu'on le sait, hein, nous qui avons quand même un peu de bouteille, 20 ans dans l'enseignement, on sait qu'une consigne avec les enfants d'aujourd'hui, il va falloir la répéter, la reformuler, etc. Ce n'est pas la question. On le fait. Le problème, eh bien, c'est que quand Mérieux, en l'occurrence, reconnaît ça en 2011 et donc les limites de ce qu'il dit, en disant que finalement, eh bien, l'attention n'est plus possible parce que l'attention de l'élève ne crée plus justement, eh bien, l'attention en fait, il n'y a plus d'attention vers l'enseignant. C'est ça en fait. Hein. Donc c'est un mouvement double. Ce qui est extraordinaire, eh bien, c'est on en arrive au Covid. Il s'est à nouveau passé 10 ans. Et là, il publie un truc pour nous expliquer, avec, en l'occurrence, un ancien parent d'élève très connu qui est devenu député depuis, et qui, eh bien, explique qu'il faut supprimer les classes, qu'il faut supprimer la question du niveau, qu'il faut supprimer les notes, qu'il faut... Pourquoi? Pourquoi? Et c'est toute la question. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir contraindre un enfant. Et là, on touche du doigt quelque chose sur lequel, justement, nous, on est
farouchement opposés à d'autres. C'est-à-dire que oui, pour apprendre à un enfant le chemin de la liberté et à être à la fois un citoyen, mais à être aussi une personne, une personnalité, l'école, depuis maintenant près de 150 ans, est en l'occurrence obligatoire, gratuite et laïque, pour plein de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça lui permet, eh bien justement, d'être pas simplement un bon élève ou de réussir par la suite des études et une carrière, ça lui permet aussi, normalement, pour le coup, d'avoir une cervelle et aussi, bah, tout simplement, d'avoir une culture, de connaître, d'être les pieds dans le savoir pendant l'intégralité de son enfance et de son adolescence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que face à nous, on a des personnes qui nous expliquent qu'au fond, on peut faire la même chose sans apprendre. Et que bah, les enfants apprendront, mais sans contrainte. Que le par cœur, c'est mal. Ça fait combien de temps qu'on entend le par cœur, c'est mal? 30 ans au moins. Sauf que on se retrouve avec des générations qui ne savent plus rien. Mais quand je vous dis plus rien du tout, c'est-à-dire que vous leur demandez deux têtes de faire 6 fois 5, ils n'y arrivent pas. Pour quelle raison? Ils n'ont jamais appris leur table de multiplication. Vous leur demandez de dire comme ça, hein, simplement, elle a mangé et ou et eux. Il faut une opération complexe. Il faut se dire, ah, participe passé, auxiliaire. Il faut appliquer plusieurs règles en une. La plupart, si vous prenez des élèves de 15 ans et que vous leur demandez simplement de faire deux têtes, il est né en 1945 et mort en 2021. À quel âge est-il mort? De tête. La plupart de nos élèves de troisième en sont tout à fait incapables. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils soient débiles. Mais ils n'ont absolument pas été entraînés à utiliser des savoirs simples et à les utiliser de manière systématique. Voilà. Donc oui, on va contre, en l'occurrence, les gens qui ont totalement dévoyé peut-être le libéralisme des origines, en estimant qu'ils devaient à tout prix eh bien, libérer, émanciper l'enfant. Mais émanciper l'enfant de quoi? Les pédagogues estiment que le savoir est bourgeois, Et que le oppressif. savoir des Et oppressif. déclinaisons, de la grammaire, des conjugaisons, de l'orthographe, du calcul mental, du théorème de Pythagore, tout ça ne sert à rien. Et l'héritier, au fond, des avant 68 arts qui n'ont pas supporté 68. Voilà. Et que eux portent l'étendard de 68, qui consiste à dire qu'on va libérer les nouvelles générations de ça. Le problème, c'est qu'ils ne les ont libérés de rien du tout et qu'on se retrouve avec des enfants qui, eh bien, en ont plus conscience. C'est pas pour rien, c'est pas parce qu'ils sont débiles que les jeunes votent massivement pour une droite extrême. C'est pas pour ça. C'est parce qu'ils voient l'état de l'école et ils voient bien qu'en l'occurrence, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'ils se font comme idée du monde qu'ils veulent? Ils veulent un monde où les adultes dans les écoles se font massacrer dans certaines classes ou se font en l'occurrence humilier en permanence. Ils l'ont tous vécu. Donc, ils veulent un autre monde. Le problème, c'est que le choix qu'on leur propose aujourd'hui, l'autre monde, bah, ils font des choix quand même assez curieux. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout parce qu'ils sont débiles. C'est parce qu'en l'occurrence, on ne leur a donné aucune notion, par exemple, de ce que c'est que l'extrême droite. Aucune. Aucune. C'est ce qui donne aussi justement une attitude complotiste. On en parle aussi beaucoup, hein, le platisme, le complotisme, qui a un succès fou chez les jeunes. Mais je veux dire, enfin, ça aussi, c'est quelque chose qui est utile. Je Merci d'avoir parlé de terrain aussi, parce que souvent les gens qui, comment dire, je veux pas être méchant en le disant, mais beaucoup de gens qui sont sur les plateaux en général, ou les gens qui écrivent, sont des gens qui ne prennent plus le métro, vraiment, qui ne prennent plus le métro quand ils sont à Paris, qui ne prennent plus le bus, donc ils n'entendent plus les vrais gens parler. Ils n'ont pas de vrais gens comme voisins. Ils vivent dans un entre-soi, pour le coup, lui, bourgeois. Et nous, on prend le métro. Moi, je suis écrasé tous les matins dans la ligne 7 et j'entends des jeunes tenir des propos débiles, mais affligeants. Et ils sont pas deux, mais tous quasiment. Des propos où ils disent ma religion est la plus dure, ah oui, pourquoi, etc. Ce genre de choses, ou qui se mettent à déblatérer sur les juifs. Aujourd'hui, dans les transports, j'ai entendu parler du complot juif. Aujourd'hui, des jeunes, comme ça, en plein métro.
Donc, il y a un moment où on n'a pas donné les outils aux enfants sous prétexte de liberté. Ça me fait penser, alors là, une anecdote, mais qui est symptomatique, ça parle un peu de 68. L'oncle d'amis à moi, qui est anglo-saxon, est professeur dans le supérieur en France. Donc, il est d'origine anglaise, sud-africaine. Et on discutait un jour, il me demandait ma conception de l'école. Je lui dis, bah, pour être libre, il faut d'abord avoir été un peu contraint, il faut avoir eu des bases pour pouvoir les utiliser et devenir libre, justement, grâce à ce qu'on a acquis. Et alors, il s'est énervé, il m'a dit, mais ça va pas, on dirait ma mère qui parlait, la liberté, c'est l'anarchie, il faut laisser les choses se faire, l'intuition, l'âme, etc. Une conception qui est très anglo-saxonne, finalement, qui ne nous parle pas et qui a envahi un petit peu tous les espaces, comme un peu elle envahit la langue des gens qui aujourd'hui disent je suis confortable avec, mais c'est une faute en français. On ne parle pas anglais en France, on parle français. C'est pas du tout du cocorico, justement. C'est pas un facteur de fascisme que de dire ça encore une fois. Mais arrêtons de prendre tout ce qui ne marche pas dans un autre pays. Arrêtons de prendre ce qui peut marcher dans un pays parce qu'il lui correspond, mais ne correspondra pas au nôtre. Trouvons notre originalité, trouvons notre chemin, et notamment pour l'école. Si les anglo-saxons veulent avoir une école dégueulasse, inéquitable, dans laquelle seuls les riches ont accès au savoir, à la culture, et font des facs hors de prix pour lesquels ils s'endettent jusqu'à la fin de leur vie, c'est leur problème. Je ne crois pas que les Français en majorité veuillent cela. Le problème, c'est que les Français, dans leur majorité par leur vote, par par leur refus de l'autorité à l'école, par ce genre de choses, finalement cautionnent ce chemin-là. Et c'est ça que nous dénonçons aussi, c'est-à-dire qu'il y a une incohérence, vous parliez tout à l'heure des paradoxes, mais on en a encore un, c'est-à-dire qu'on a une société qui est là, qui est d'accord avec ce que je dis en moyenne. On entend souvent les gens dire, ouais, les Américains, même de manière bête, parce que tout ce qui est américain n'est pas crétin, heureusement, mais qui va critiquer la mode américaine, qui va critiquer ceci ou cela, mais derrière, ils veulent une école à l'américaine parce qu'elle est plus fun, parce que c'est ce qu'on a vu dans les séries. On a tous été bercés de séries américaines, justement, on voit une école qui ne ressemble pas à la nôtre, où les gamins sont écroulés sur les tables, parlent comme ça, ne lèvent pas la main, se lèvent, font n'importe quoi, sous prétexte d'être des grands penseurs super intelligents à 15 ans. Enfin, on a tous vu ces séries-là. Mais c'est pas l'école française, et tant mieux. Et elle ne devrait pas le devenir. Et donc, nous, c'est un peu aussi ça, on interpelle les parents d'élèves, parce qu'ils ont un rôle à jouer, mais qu'ils arrêtent de vouloir une école qui ressemble à ça, qu'ils acceptent que l'école puisse être contraignante, qu'ils acceptent que nous soyons, prenons un mot de pédago des sachants. Justement, c'est pas une insulte. Nous sommes experts de nos matières, nous savons mieux que des gamins. Mais heureusement encore, est-ce qu'un gamin à la naissance c'est divinement jouer au foot? Non, absolument pas. Il ne devine pas le foot, il l'apprend. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est quand il s'agit de sport, les parents sont même presque pour les coups. Alors là, pour le coup, ils disent rien, hein. Tu vois, le coach sportif, il leur fait une balayette. En principe, les parents qui veulent à fond que les gamins soient bons dans leur sport, voire qu'ils les poussent un peu trop, ils diront jamais rien. Le prof qui met un mot dans le carnet d'un enfant qui a lancé une fléchette sur un camarade et lui a crevé l'œil, là, quand même, on abuse un peu de notre autorité. C'est un peu autoritariste, hein. Bon, c'est complètement aberrant, c'est complètement contradictoire. Mm. Donc, il y a une contradiction de la société à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être, il faudrait demander aux gens tout simplement d'arrêter d'être dans le paradoxe, qu'ils tranchent, qu'ils choisissent, que les Français Et quand choisissent. même, Vera. Ah, pour ah, compléter quand même, il y a Non, une chose qui est importante. C'est que l'éducation nationale est un monde totalement pyramidal. C'est-à-dire que concrètement, si on réfléchit, vous allez avoir le ministre qui est en charge de toute son administration, avec les recteurs, les régions, à peu de choses près, hein, sauf en Île-de-France où on a Paris, effectivement, et puis d'un côté l'Académie de Versailles et de l'autre l'Académie de Créteil. Euh, et puis, dans chaque département, le directeur académique, l'équivalent d'un préfet. Hein, voilà. Juste en dessous, vous allez voir dans les collèges et les lycées, les principaux de collège, les proviseurs de lycée, qui sont donc les représentants de l'État, hein, directs. Bon. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il y a quand même quelques corps intermédiaires, et notamment les inspecteurs, qui sont, dont le nom est inspecteurs pédagogiques régionaux, les IPR. Et puis, vous avez même tout en haut un corps totalement ministériel, qui sont les inspecteurs généraux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Nicolas le disait extrêmement bien tout à l'heure. Brigelli, par exemple, a connu, comme certains de nos amis
qui sont à la retraite pour certains depuis quelques années, voire depuis longtemps, eh bien, ils ont connu une époque où quand on faisait appel à un inspecteur, eh bien, il nous protégeait des aberrations, parfois du système. Quand on faisait appel à l'inspection générale, généralement, l'inspecteur général venait pour soutenir le professeur. Et tout ça, c'est totalement renversé. C'est-à-dire qu'actuellement, l'inspection, qu'elle soit générale ou pédagogique régionale, c'est devenu le bras armé de l'administration pour faire taire les contestataires. Et ça, c'est totalement anormal. Parce que, en l'occurrence, au-delà des coupes sombres dont on parlait et des conséquences, la zizanie dans les salles des professeurs, eh bien, en plus de ça, ceux qui osent dire quelque chose, râler, contester, dire que certains choix ne sont pas pertinents ou que, eh bien, il y a des valeurs qui transcendent, eh bien, peut-être l'application de certaines réformes ou que l'on pourrait adapter en mettant en œuvre différemment, etc. Eh bien, là, c'est simple. Soit vous êtes copain comme cochon avec un membre de l'inspection qui va vous soutenir temporairement, parce qu'une autre réforme venant quelques années après et disant parfois l'extrême inverse, il pourra ensuite vous expliquer à quel point vous étiez en tort. Je vais vous donner un exemple très concret. Pendant 15 ans, on nous a expliqué que quand on fait de la grammaire, ou de la conjugaison, ou un point de langue, tout simplement en français, mais c'est vrai aussi eh bien, en langue vivante hein, ou en langue ancienne, on devait systématiquement se fonder sur un texte qui devait servir de base parce qu'il fallait faire d'abord rentrer l'enfant dans une histoire, etc. C'est pas bête si on y réfléchit. Bon, on n'aborde pas vraiment directement la question de grammaire, en l'occurrence, mais on le fait quand même au bout d'un moment. Très bien. La dernière fois que j'ai été inspecté, c'est ce que j'ai fait. Bon, l'inspecteur m'a expliqué à quel point j'aurais dû directement traiter ma question, en l'occurrence le passé simple. Donc je lui ai dit que j'étais un peu surpris, parce que tous ces confrères que j'avais vus, tous ces homologues que j'avais vus depuis 15 ans passés, m'avaient expliqué l'inverse. Et il m'avait dit que oui, mais que c'était quelque chose qui changeait, etc. Sauf que si ce monsieur revient dans 5 ans, il me dira l'inverse. Et si sa collègue, une autre de ses collègues, vient dans 3 ou 4 ans, elle me dira probablement l'inverse aussi. Et donc, on se retrouve, et c'est pour ça que nous dénonçons tout ce qu'on appelle didactique, les épreuves pédagogiques du concours, etc., parce que c'est du vent. Comme en fait, on ne peut pas les réviser à moins de réciter une forme de doxa vaguement républicaine, et je dis bien vaguement républicaine, hein, parce que C'est plutôt du on est... catéchisme, hein. C'est une sorte de Voilà, catéchisme en fait. voilà. Il y a un Eh côté bien, très judéo-chrétien chez eux, hein, vraiment. tout à fait. Parce qu'il ne s'agit pas pour le coup justement de contenu, mais d'état d'esprit. On recrute maintenant les professeurs, justement, au concours, depuis Jean-Michel Blanquer, avec une épreuve qui est en fait une sorte d'entretien d'embauche. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Alors évidemment, quand on dit ça à des gens qui sont recrutés dans le privé sur un entretien d'embauche, ils ne voient pas où est le problème. Ils disent, bah non, c'est normal. Vous avez une boîte qui va recruter le meilleur profil. Et c'est pas de ça dont on parle ici. On parle de recruter, en l'occurrence, des générations entières de professeurs qui vont enseigner pour la plupart pendant 40, voire 43 ans. Puisque une carrière, maintenant, c'est 43 ans hein, de cotisation. Et donc, ils ont parfaitement compris le principe. On va faire fuir les meilleurs. On va faire fuir ceux qui sont justement très bons dans leur matière. Et on va les décourager, au sens propre. Et ceux qui sont passés à travers les mailles du filet, en l'occurrence, ça a été notre cas à tous les deux, hein, avec des, je crois, on a chacun, il me semble, eu des notes relativement surprenantes en didactique à nos épreuves quand on les a passées il y a 15 ou 20 ans. Eh bien, curieusement, euh, ces gens-là, on va leur faire des histoires toute leur carrière. Pourquoi? Non pas parce que simplement ils sont des fortes têtes ou parce qu'ils ne parlent pas sur le ton approprié à un supérieur hiérarchique. Pas du tout. Parce que justement, ils ont des convictions et la conviction que un élève doit apprendre. Et que pour ça, un élève doit écouter et ne doit pas être en train de faire autre chose. Et qu'un élève n'a pas à embêter son voisin.
qui n'a pas non plus à être embêté, voire harcelé de manière visible ou de manière invisible, comme malheureusement on le voit ces derniers jours avec les conséquences dramatiques que ça a. Que la violence de la société, eh bien, n'a pas à rentrer dans l'école. Parce qu'on a trop de collègues. Enfin, les stylos rouges, euh, ça a commencé avec Pas de vague. Pas de vague, c'est quoi? C'est comment dire, une collègue de Créteil, un professeur, qui se fait braquer en plein cours avec un flingue sur la tempe. Alors certes, les plus complaisants avaient quand même osé écrire quelques jours après que c'était un pistolet factice et que peut-être le professeur aurait dû s'en rendre compte. Encore une culpabilisation. On culpabilise l'adulte de vouloir, à proprement parler, eh bien, élever par son savoir l'enfant. Et donc, je vous le dis, parce que autour de nous, autour de nous ce soir, Nicolas a de belles pierres derrière lui, mais nous, on a tous des livres. Et les générations qui montent, à peu de choses près, sont, à ce jour, quasiment incapables de lire ces livres. Ou en tout cas, de prendre le temps de la lecture. Et les seuls qui sont encore capables de ça, c'est justement ceux qui auront été triés uniquement par l'argent. Et donc, les pédagogues ont tout faux. C'est-à-dire qu'en 40 ans, depuis concrètement l'avènement des IUFM, en 80, avec la loi de 89 de Jospin et 91, les IUFM, la mise en place des IUFM, eh bien, on peut quand même faire un bilan. 35 ans, quand même, on peut faire un bilan. 35 ans, on se retrouve avec des élèves qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas compter, qui n'ont quasiment aucune culture générale. Pour, je crois, 20% d'entre eux n'ont quasiment jamais entendu parler de la Shoah. Comment est-ce possible? Enfin, il y a quand même des programmes scolaires. Ça veut bien dire qu'à un moment, ils n'écoutent pas en classe, ou qu'on ne leur a jamais demandé de restituer des connaissances, qu'on ne leur a jamais demandé de mémoriser des connaissances. Parce que sinon, normalement, le mot Shoah, ils le connaissent. Hein. Bon. Et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, parce que là, quand même, on forme les futurs adultes, parce que nous, on va y rester à l'école pendant 43 ans, c'est notre métier, on l'a choisi. Mais eux, bah, pour les plus faibles d'entre eux, à partir de 15-16 ans, ils vont aller vers l'apprentissage, ils auront très peu de cours. Pour ceux qui iront en lycée pro, ils auront un peu plus de cours, mais la dernière réforme du lycée pro, voulue en l'occurrence par 3 ministres successifs, eh bien, leur supprime quasiment toutes leurs heures de cours. Pour vous donner une idée, on est quand même passé du français, où on avait 2 heures de français par semaine, 2 heures d'histoire. Maintenant, ils ont, je crois, 1 heure et demie par semaine, français, histoire, géo, éducation civique et morale. Donc, ces gamins-là, comment voulez-vous qu'ils ne tombent pas dans le complotisme? Comment voulez-vous qu'ils maîtrisent un minimum la langue française? Mais quand on dit un minimum, on parle de là d'éviter les gens qui utilisent tentation pour tentative, par exemple, qui utilisent agressivité pour agression. Ça n'a l'air de rien, hein. Mais voilà, on se retrouve avec des générations entières qui, eh bien, manquent de ce que l'école devrait leur transmettre. J'ai assez parlé, je vous laisse la parole. Héra. Oui, merci. Euh, oui, le temps passe assez vite, donc je pense qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder tout ce qui, moi, m'a beaucoup interpellé dans votre livre, parce que votre livre, il est assez marquant en ce qu'il soulève plein de choses paradoxales. Vous l'avez dit vous-même au début, ceci est un paradoxe, cela est un paradoxe. Et vous avez raison, moi aussi, j'ai vu plein de paradoxes dedans et de paradoxes auxquels, enfin, je ne suis pas sûre qu'on va trouver une réponse tout de suite dans cette émission, mais qui me semblent assez fondamentaux. Je vais me permettre, si vous me le permettez aussi, je l'ai résumé en 3 points les choses qui, moi, me semblent les plus euh, peut-être contradictoires, je ne sais pas, dans cet écheveau de réalité que vous exposez. Euh, la première chose, là, on a parlé du libéralisme et David a effectivement remarqué que le libéralisme classique ne semble pas
a priori propice à une telle évolution de l'éducation. Donc, c'est assez paradoxal. Et vous avez évoqué, vous avez dit, on peut parler de néolibéralisme, si vous préférez, ou de capitalisme. Et capitalisme en lien certainement avec la réduction des moyens qui affecte cette école qui n'est pas immédiatement rentable et donc qui peut-être n'est pas financée à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Alors, justement, capitalisme, néolibéralisme, enfin, capitalisme en tant que système économique dans lequel, qui est celui de nos sociétés, euh, il y a plusieurs passages dans le livre qui semblent aller dans ce sens-là, et c'est pas uniquement le fait de votre livre, il y a d'autres livres qui parlent de l'école qui mettent un peu en exergue la même chose. Une école qui préparerait les élèves essentiellement à remplir un rôle économique, à tenir une place dans une société, dans une unité de production, et donc de rapporter de l'argent, du profit, etc. Voulons-nous une école qui forme les jeunes à la vie d'entreprise avec ses codes, chacun à sa place sociale et destinée à un type de tâche spécifique, vous l'avez dit à un moment donné. Donc, une école qui enseigne ce qui rapporte directement de l'argent, bon, plutôt qu'une école qui émancipe par du savoir un peu gratuit. Et pourtant, à un autre moment, vous dites aussi, un des grands tabous de l'école et des pédagogues avec leur obsession des 100% est de faire croire que tous les enfants deviendront médecins, avocats, entrepreneurs, stars ou footballeurs. Rien n'est plus faux. Et en fait, il y a un très profond paradoxe dans cette école qui n'enseigne plus vraiment de savoirs fondamentaux, gratuits, émancipateurs, à la hauteur de ce qu'elle devrait faire. C'est qu'elle ne prépare en réalité pas vraiment les gens non plus au monde du travail. Oui. Ce n'est pas non plus une école qui prépare les gens réellement aux métiers qui sont, je ne sais pas, en tension, qui sont les plus utiles aujourd'hui. Il y a effectivement une espèce de mensonge à la base de cet enseignement qui fait croire aux enfants qui vont tous avoir une place privilégiée dans ces sociétés sans faire d'efforts qui seraient nécessaires, mais sans non plus leur proposer de filières réalistes où ils pourraient s'épanouir dans des métiers peut-être moins exigeants intellectuellement. Donc en fait, on ne peut pas non plus dire que c'est une école pratique qu'on pourrait attendre dans une société qui serait tout entière tendue vers l'efficacité économique. C'est pas une école efficace non plus. C'est une école qui est, comme vous l'avez dit, fondée beaucoup sur le fun, sur l'idée que l'élève va s'épanouir et que l'enseignement doit lui être en premier lieu agréable. Mais l'entreprise et le monde où on gagne de l'argent, c'est pas un lieu agréable. C'est pas le lieu où les salariés mènent une vie agréable. Donc, cette école ne prépare pas à ce monde-là non plus. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des paradoxes, c'est que quand on dit que c'est une école qui prépare les gens à être rentables, je trouve pas ça vrai non plus, en fait. C'est ni l'un ni l'autre. Elle ne prépare ni à l'un ni à l'autre. C'est un peu un endroit, une espèce d'entre-deux un peu étrange. Ça, c'est le premier paradoxe enfin, qui, moi, m'interpelle beaucoup. Le deuxième, c'est en fait, c'est lié à l'exergue de Jacqueline de Romilly et avec ma première question sur l'affiliation entre vous et les autres auteurs. C'est une exergue intéressante parce qu'elle dit nos ennemis ne sont pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur de l'institution. Et vous dites à plusieurs reprises, vous parlez effectivement de ce décalage entre la hiérarchie, soit les chefs d'établissement, les inspecteurs et les enseignants qui, eux, sont en contact quotidien avec les élèves, alors que bon, les inspecteurs et même les chefs d'établissement perdent souvent le contact avec cette réalité, en expliquant qu'une grande partie de leur obsession du pédagogisme vient de cette déconnexion. C'est-à-dire ils ne sont plus au contact avec les élèves, ils ne voient plus les effets que ça produit, d'où le fait de porter au pinacle ces méthodes. Le problème, c'est que, par exemple, Arnaud Fabre vient de dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah, ne savent pas, ne connaissent ni l'étape de multiplication, ni, je ne sais pas, comment accorder le participe passé avec le COD placé devant ou pas. Le truc, c'est que vous, par exemple, vous qui êtes enseignant sur le terrain, vous essayez d'enseigner ça à vos élèves, on est d'accord? Donc, normalement, les gens qui sont au contact des élèves, ils voient depuis 30 ans quels sont les effets de ce pédagogisme, les effets néfastes sur les savoirs acquis par les élèves, et ils essayent, comme vous, de transmettre ces savoirs. Mais le truc, c'est que ça ne peut pas être tous les enseignants. Il y a forcément des enseignants qui ne le font pas. C'est-à-dire que normalement, au contact du terrain, au contact du réel, tout le monde devrait avoir le même constat que vous. Tout le monde devrait se dire, voilà, ça c'est pas des bonnes méthodes, on en adopte d'autres. Et peut-être si tous les enseignants étaient d'accord, ça finirait par faire plier la hiérarchie dans le bon sens. Parce qu'on ne peut pas non plus être en permanence contre tous. Et donc, ce cliché du prof qui est forcément de la gauche sociétale, qui est confit dans son pédagogisme et est persuadé qu'il faut mettre le... Bah, non, mais c'est un cliché qui existe chez les Oui, oui, non-fonctionnaires bien sûr. de l'éducation Bien nationale. sûr. Il n'est peut-être pas entièrement faux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir forcément des collègues à vous qui ne Ah, sont mais pas bien sur la sûr, même longueur d'onde. Donc, c'est bien pas... sûr.
Ça aussi, c'est quelque chose qui est étrange. Comment eux, ils arrivent, au bout de tant d'années, et en constatant ça dans leur travail de tous les jours, à rester attachés à ces méthodes-là, qui ont quand même largement prouvé leur inanité. Ça, c'est la deuxième chose qui m'interpelle énormément. Et puis la troisième chose, et après je m'arrête et je ne reparle plus, c'est ce que vous dites aussi à plusieurs moments dans le livre sur le rôle des parents. Le fait que les parents soient entrés dans l'école et qu'ils se permettent un droit de regard sur les méthodes qui sont employées à l'école, qui contestent tout, toutes les décisions, les notes, les corrections, les appréciations, etc. Et qui exigent beaucoup d'attention personnelle à leurs enfants, etc. Et à un moment donné, à la fin, parmi les propositions qui sont très stimulantes que vous proposez, vous dites, à très juste raison, à mon sens, c'est qu'il faudrait réintroduire un peu plus de discipline à l'école et écarter un peu bon, les parents peut-être de ce droit de regard et revenir à des choses beaucoup plus cadrées. Vous parlez même à un moment d'un pacte qu'on pourrait faire signer aux parents, un pacte où, solennel où ils s'engageraient à cadrer leurs enfants et à faire confiance à l'institution scolaire. Le problème, c'est que l'école, avec toutes ses dérives pédagogistes et autres, elle est inscrite, elle est encastrée dans la société. Et la société elle-même a beaucoup changé. Et notamment, la place de l'enfant et le rapport des parents aux enfants a énormément changé. Et donc, ce nouveau rapport à l'enfant, qui se voit en fait dans l'action des parents à l'égard de l'école, ce conflit où les parents rentrent par rapport à l'institution scolaire, à mon avis, c'est quelque chose de très profond dans les relations sociales qui s'est produit. Dans ces conditions, comment faire pour que l'école change si la société elle-même ne change pas? Si ce rapport-là aux enfants ne change pas par ailleurs, comment l'école seule, à l'intérieur de l'institution, pourrait changer les choses? Parce que le rapport aux enfants, il ne va pas changer juste parce qu'un nouveau ministre va faire passer de nouvelles directives et qu'on va organiser l'enseignement différemment. Les parents, ils penseront toujours que leur enfant voilà, doit être placé sur un piédestal, enfin le parent générique. Etc., etc. Et alors que effectivement le rapport des parents à l'institution est essentiel. Il y a plein d'études sociologiques qui montrent que le rapport des parents à l'institution, le respect de l'institution est presque plus important que leur culture ou la transmission des savoirs par la famille. Voilà, donc c'est les trois grosses questions que moi personnellement je me suis posée à la lecture de votre livre. Ça donne pas une coloration très optimiste à mes questions, je pense, parce que Non, notamment la dernière question qui me semble super bien. fondamentale, le fait que la société elle-même a beaucoup changé et que l'école n'est pas étanche, elle n'est pas, c'est pas un lieu isolé et qui juste a il a dérivé, il a mal fonctionné, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'école. C'est pas que l'école, c'est ça enfin moi ça me semble vraiment le nœud du problème. Mais je vais prolonger un peu, puis comme ça, vous aurez le temps qui reste pour répondre. Parce que je suis universitaire et donc j'ai mes étudiants, des étudiants de première année au master, hein, mais j'ai en fait les étudiants que vous formez jusque dans le secondaire, et ils arrivent à l'université. Et alors moi déjà, je ne serais peut-être pas aussi catastrophiste, hein. Alors c'est vrai qu'à l'université, on n'a pas, d'abord c'est pas le collège, hein, et on n'a qu'une partie des générations. Une autre partie va effectivement vers l'enseignement professionnel ou d'autres types d'enseignement. Il y a quand même des étudiants qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de savoir, qui certains sont d'ailleurs assez brillants. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une masse d'étudiants peu concernés. Mais ce sur quoi je voulais intervenir, c'est, moi j'ai été frappé quand vous avez dit qu'il y a une autoritarisme, hein, une hiérarchisation de l'école dans laquelle le prof peut plus être prof. D'ailleurs, ça revient plusieurs fois dans le livre, hein, c'est le prof ne peut plus enseigner. Il est plus son rôle social, et ça rejoint ce que vient de dire Vera, son rôle social n'est plus d'enseigner. Parce que la société a d'autres attentes maintenant du prof. Et moi, je trouve qu'à l'université, malheureusement, on connaît aussi cette dérive. Bien sûr. Alors nous, on arrive à y résister. La loi LRU, la loi pour la responsabilité des universités, c'est une loi qui permet de concentrer les pouvoirs, non pas dans l'inspection comme chez vous, mais au sein des mains, entre les mains du président de l'université. Et ça a été euh, vendu comme une loi d'autonomie, mais d'autonomie de quoi? De l'institution université contre l'autonomie du prof et de l'enseignant-chercheur. Et il y a une forme de perversion dans la manière dont on veut en faire, enfin, on veut organiser l'enseignement en général, c'est-à-dire primaire, secondaire et supérieur, où on dit, eh bien, on veut faire confiance. Et d'ailleurs, c'est marrant que Blanquer parlait de l'école de la confiance, alors qu'en fait, tout est fait pour atténuer l'autonomie de l'enseignant Bien sûr. et le cadrer dans des attentes sociales ou sociétales
qui sont pas celles du prof. Moi, je suis un passionné de ma discipline. Je veux enseigner mes savoirs aux étudiants et je veux qu'ils comprennent des choses qui ne leur serviront jamais dans la vie, par ailleurs. Hein. Faut aussi savoir hein, que si on ne sait pas tout à fait conjuguer le verbe frire, je sais pas qui l'avait mis sur Internet, on peut tout à fait s'en sortir dans la vie parce que conjuguer frire à l'imparfait du subjonctif, je ne sais pas qui peut le faire. Ça Voilà, n'existe mais pas. Tout va bien. et, bon, et puis je termine sur un truc, euh, parce que c'est très amusant quand vous avez dit il y a l'école libre fun anglo-saxonne et puis la tradition française. Alors d'abord, je crois que en fait, c'est un vieux débat du libéralisme, ça. Moi, dans mon bouquin, j'ai analysé deux libéralismes, le libéralisme français de Rousseau et le libéralisme anglais de Locke, en fait. Hein. Et en Oui. fait, ce qui est intéressant, c'est que le libéralisme de Locke, qui dit bah, il faut que l'État s'extrait de la société, et l'individu doit être libre, et le libéralisme de Rousseau qui dit, hein, je l'ai repris la citation, attendez, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera à être libre. C'est-à-dire que forcer quelqu'un à être libre, il parle du pacte social ici. Hein. Voilà, C'est-à-dire ça, c'est que la le France. libéralisme, Ça, c'est la France. mais le libéralisme, c'est un libéralisme qui va accompagner l'individu vers l'émancipation, quitte à le forcer. Et ce qui est intéressant, c'est que les libéraux du 19e siècle, comme John Stuart Mill, eux, ils ont fait la synthèse de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait bien compris que si l'école devait être un lieu d'émancipation, il fallait l'éducation obligatoire, il fallait contraindre les familles à éduquer leurs enfants, et c'est pas la liberté, quoi. Hein. Et les vrais libéraux, ils avaient compris ça. Voilà, je vous laisse répondre à tout ça. Je ne sais pas si David veut dire autre chose. Non, non, ben allez-y. Alors, dans l'ordre, je vais essayer de reprendre. Premier point, oui, tout à fait, l'école telle qu'elle est n'est ni totalement pédago, ni utilitariste à fond. En fait, elle est dans un entre-deux inutile et mortifère qui ne fonctionne pas. Elle n'est pas efficace, elle ne donne pas assez de culture et en fait, elle est ailleurs. Mais je pense que notamment quelqu'un d'ultra-libéral on va être d'accord, hein, dans le côté néolibéral justement, et conservateur à côté, vraiment les néocons, quoi, américains, enfin, dans cette ligne-là un peu. Blanquer, lui, a essayé, pour le coup, de mettre un grand coup de barre à droite vers une école beaucoup plus utilitariste, notamment en faisant rentrer l'entreprise dedans. Elle n'y était jamais rentrée à l'école, hein, l'entreprise. Là, c'est vraiment une chose majeure qui est en train de se passer. Et Papendia avait repris la même idée d'ailleurs, ce qui nous prouve encore que les différences n'étaient pas si réelles que ça entre les deux. On nous les a présentés comme des adversaires idéologiques terribles, c'est marrant. Les deux ont renforcé les pédagogues, les deux ont donné une école qui se rapproche de l'entreprise, justement. Mais je suis d'accord avec vous et bah, pour le moment, c'est un peu insoluble, c'est-à-dire que l'école est vraiment coupée en deux à ce niveau-là. Vous aviez raison de le dire, la moitié des enseignants ne sont pas d'accord avec nous. Ils font cours, mais déjà, je vous donne un exemple. Beaucoup de professeurs pardon, dans le 93 sont eux aussi déconnectés. Alors, je vais me faire haïr, je m'en moque, j'ai l'habitude, mais ils vont se faire détester, enfin ils vont me détester, pardon. Ils vont me détester pourquoi? Parce que leur réalité n'est pas la réalité de la plupart des établissements français non plus. Et en fait, ils ont oublié ça. Et dans les stylos rouges, par exemple, parmi la minorité la plus bruyante, ce ne sont quasiment que des profs du 93 qui veulent toujours qu'on parle du 93, de ces conditions spécifiques d'enseignement. Mais si on les appliquait à l'ensemble de la France, ce serait une catastrophe. Nous ne voulons pas que la France soit une ZEP géante sans culture. Et oui, dans beaucoup d'établissements du 93, il y a un déficit de culture. Et donc, les collègues, que font-ils? Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont affaire à des enfants, somme toute sympathiques, parfois très pénibles, mais chaleureux, en attente d'amour, en attente d'affection, et avec lesquels ils vont tisser des liens, avec des méthodes un peu curieuses qu'on peut retrouver dans des films qui ont fait réfléchir sur l'école. Ils peuvent se la jouer, le cercle des poètes disparus, je ne sais quoi encore. Et ça peut fonctionner. En fait, notre différence, moi je pense vraiment, je l'affirme, notre différence, c'est qu'on est tolérants, nous. Les pédagogues sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques qui d'ailleurs défendent le fanatisme religieux. Ça, on pourra en parler aussi. Ce qui, encore une fois, est un paradoxe, on en soulève encore un. Mais nous sommes tolérants. On a des collègues qui sont pédagogues, mais on peut s'engueuler avec eux. Mais enfin, je suis désolé, on mange ensemble et on ne serait jamais pour leur interdire de faire cours comme ils le font.
Mais bien Eux, sûr, quand ils prennent le pouvoir bien et le sûr. pouvoir qu'ils ont déjà sur l'école, ils nous harcèlent, ils font de la torture psychologique sur les nouveaux Ah collègues. ouais. Je ne rigole pas. Le terme, pour avoir lu le livre, les témoignages que l'on vous donne ne sont qu'une partie des sévices infligés par une immense partie des inspecteurs et des formateurs pour faire obéir les intellectuels que nous sommes censés être. Donc, premier point, je pense que pour l'instant, l'école est dans un entre-deux qui est nul, hein, qui ne sert strictement à rien. Mais le chemin qui est pris avec Blanquer, Papendiaï et donc Monsieur et Madame Macron, c'est un chemin d'école utilitariste. Je le sens comme ça. Donc, je suis plutôt pessimiste, effectivement. Donc, clairement, enfin, je suis plutôt pessimiste. Pour l'instant, on n'est pas entendu parce qu'on est trop divisé en face. On est trop divisé comme est la gauche, d'ailleurs. On est à l'image de la division de la gauche, concrètement, sur le sujet de l'école comme sur d'autres, en tant que républicain laïque. Voilà. Deuxième point, bon, peut-être le troisième point. Le troisième point, les parents. Que dire? La société a changé. On en est à l'éducation positive. Dire non à un enfant est un crime. Il faut lui expliquer par A plus B pourquoi on ne lui achète pas une glace alors qu'on n'arrive plus à manger, par exemple. Ça, c'est la leçon qui serait donnée un peu aux parents. Il faut leur expliquer pourquoi il ne faut pas hurler et casser les affaires des autres. Bon, là, j'avoue, je baisse les bras. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Et effectivement, l'école ne peut pas lutter contre la tendance de la société. Elle ne peut pas. Et l'école n'a pas à le faire. Elle ne peut pas changer la société. Enfin, pardon. L'école a le pouvoir de changer la société. Mais on ne peut pas attendre d'elle qu'elle le fasse toute seule. On ne peut pas demander ça aux profs, on ne peut pas demander ça aux chefs d'établissement, au personnel de l'éducation. C'est indigne de demander ça à une seule institution et aux gens qui la composent et qui sont en plus si mal payés, si mal traités. Donc, pour le moment, effectivement, je pense qu'à part une prise de conscience des parents, il n'y aura rien. Cela dit, sur cette question, je suis plutôt optimiste pour le coup. Je pense qu'en fait, c'est les effets de balancier habituels qu'on voit dans la société pour tout sujet. Mes parents étaient trop rigides, je serais trop permissif. Mais mes petits-enfants, ils seront de nouveau rigides. En espérant qu'un jour, une génération se dise, bah, en fait, il y en avait qui étaient trop permissifs, c'était débile, et d'autres étaient trop rigides, c'était tout aussi débile. Et si on trouvait quelque chose d'étrange qui s'appelle une sorte de juste milieu? Voilà, ça c'est un espoir que j'ai. Je ne dis pas que ça pourrait parfaitement arriver, mais je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé que parfois on arrive au bon niveau dans le balancier. Donc j'ose espérer que j'entends de plus en plus de discours de parents, non pas réactionnaires comme la tendance du vote des jeunes, mais de plus en plus de parents qui commencent à dire oui, ça part un peu trop en vrille. Bon, j'en ai un peu marre de la violence, j'en ai un peu marre de que les gamins répondent, j'en ai assez que ça soit le boxon dans les classes, etc. On l'entend, c'est une musique qu'on entend un peu plus. Ce qui est malheureux, c'est effectivement qu'elle accompagne une autre musique qui, elle, est plus noire, plus sombre, plus brune, on va dire. Et ça, c'est très dérangeant avec le délire de l'uniforme qui ne change strictement rien. C'est pas avec un uniforme qu'on va empêcher les gens d'être des voyous. Il y avait des voyous dans les années 50 avec des uniformes. La blouse n'a jamais empêché le caïd. Donc bon, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis quand on harcèle les gens sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de blouse, on peut être chez soi. Donc ça n'a vraiment aucun sens, ni sur le niveau scolaire, ni sur le reste. C'est Bref, surtout. le Oui. deuxième point que vous aviez, juste pour répondre à ce deuxième point, quel était-il déjà? J'ai traité un et trois, mais pas Non. deux. Oui, et le deuxième, c'était non, le deuxième, c'était la division entre les collègues eux-mêmes, en fait. Le fait Je que l'ai traité. l'ensemble, oui, Parfait. vous l'avez dit Dans aussi. l'ensemble, oui. Voilà, c'est ça, c'est Quand même, qu'en fait, beaucoup de une collègues chose. Hmm. vont en fait baisser les bras, lâcher l'affaire, acheter la paix Voilà. sociale C'est ça. ou créer une espèce de dynamique, je vous l'ai dit par exemple dans 93, mais en oubliant que toutes les écoles ne sont pas comme le 93 et vouloir à corps et à cri adapter leur méthode à l'ensemble de la France, par exemple. Et puis, ce côté où l'école doit devenir une espèce de centre aéré ludique, il y a même des chefs d'établissement à qui on l'enseigne, on l'a mis dans le livre. On connaît des gens qui sont chefs d'établissement et qui en ont témoigné. On leur fait des formations, on leur explique que ça doit devenir un centre aéré, qu'il faut qu'ils s'amusent, il faut que ce soit ludique, il ne faut pas qu'il y ait de contenu, et puis il ne faut pas qu'ils soient contraints, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, et puis il faut garder les enfants. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Mme Nikolski. Vraiment, enfin, les parents attendent aussi ça. C'est un des défauts aussi. Les parents, moi j'ai entendu pendant le Covid des copines à moi me dire mais qu'est-ce qu'on fait des enfants? Je dis, écoute, on va pas mourir parce que tu t'es pas capable de garder tes enfants. Enfin, ton travail est peut-être moins important que notre vie à tous, collective. Donc, fais autrement. Toi aussi, tu peux faire autrement. Nous, on peut faire cours à distance. Et toi, tu peux faire tes réunions qui ne servent à rien à distance. C'est c'est bon, c'est un peu.
Vous voyez ce que je J'aimerais veux quand dire? même rajouter, Nicolas, Voilà. j'aimerais juste rajouter une chose qui sera courte mais qui est importante. Je pense que effectivement, une des évolutions de notre société, de notre monde, hein, partout, c'est quand même aussi la dévalorisation de la figure de l'intellectuel. D'autant plus chez le professeur. Parce que, regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez un professeur, pour le coup, du secondaire, qui devient, parce qu'il a fait une thèse, parce qu'il a suffisamment aussi de réseau, pour se faire une place dans le supérieur. La manière dont il sera regardé ne sera pas du tout la même. Alors que pourtant, à peu de choses près, bah, qu'est-ce qu'il a réussi à part, finalement, bon, il a quand même fait sa thèse, il est docteur, très bien. Mais moi, je connais plein de docteurs qui sont enseignants dans le secondaire et qui sont fortement, pas simplement déprimés parce qu'ils n'ont pas de place dans le supérieur, mais parce que au fond, on leur fait sentir qu'ils ne sont pas à leur place. Combien de fois j'ai entendu que la place des agrégés n'était pas en collège? C'est totalement stupide. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand l'agrégation de grammaire a été fondée, je crois, aux alentours, enfin au milieu du 19e siècle, elle avait été créée pour les classes de grammaire. Qu'est-ce qu'étaient les classes de grammaire? L'actuelle sixième et la cinquième. Ce qui veut donc dire qu'à 11 ans ou à 12 ans, on mettait devant les élèves, qui effectivement très peu nombreux dans les années 1850 allaient à l'école, on mettait en l'occurrence des types qui étaient les plus calés Les sur la meilleurs. langue, Les sur la meilleurs. grammaire antique, latin, grec, français. Et la dernière chose, ça c'est très important, dans cette dévalorisation de la figure de l'intellectuel, la question du salaire est fondamentale. C'est pas pour rien que la devise des stylos rouges, c'est salaire, moyen, respect. On a parlé beaucoup de la question du respect, beaucoup de la question des moyens, mais la question du salaire est fondamentale. Même, pour le coup, le plus grand spécialiste recruté par le CNRS ou recruté par une université, prestigieuse ou pas d'ailleurs, aura une grille de salaire qui actuellement, il faut le dire, est tout à fait indécente au vu du nombre d'années d'études, voilà, de ses efforts D'ailleurs, qu'il a par passés. rapport à d'autres pays européens, hein, il y a des Bien pays européens dans sûr, lesquels c'est pas le cas. C'est vraiment bien un cas très sûr. spécial, la France. Ouais. Il se trouve que je discutais avec un de mes anciens professeurs qui est parti à la retraite là à la rentrée et qui me disait que entre eux, bah, ces professeurs qu'elle a eu à elle, avaient, on va dire, en parité de pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, il y a même l'INSEE qui a mis en place quelque chose de très utile. Vous rentrez en euros ou en francs même, avec l'année, une somme, et vous regardez ce que ça vaut aujourd'hui. Et donc, si vous faites ça avec les salaires des universitaires, mais les salaires aussi des professeurs, eh bien, pour le coup, il manque approximativement entre 1000 et 2000 euros en fin de carrière par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans. C'est gigantesque. C'est-à-dire on n'est pas simplement sur l'idée que les profs ont du mal à finir le mois. Il y a beaucoup de collègues comme ça. Hein, il faut le savoir, ça. Hein. Beaucoup de collègues du premier degré, notamment, qui pourtant ont des grilles de salaire qui sont à peu de choses près les mêmes hein, que celles des gens qui ont le CAPES. Mais, eh bien, si elles se retrouvent seules avec un gamin, seules avec deux gamins, elles n'arrivent pas à finir le mois. Et donc, ce qui est terrible, parce que là, on en reviendra à la question du début, David Kayla, et je reprends en l'occurrence votre question, Madame Nikolski, parce que je pense que ça permettra de faire la boucle, c'est que ce qui est terrible, c'est que l'enseignement qui était censé effectivement eh bien, émanciper, eh bien, le fait aujourd'hui de devenir enseignant ne permet plus de s'émanciper de son propre milieu. Ça veut dire que les enseignants, au début eh bien, de leur carrière, et ça dure longtemps, sont contraints de vivre avec l'aide de leurs parents ou dans des studios. Alors qu'ils ont réussi un concours qui, il n'y a quand même pas si longtemps, était encore difficile, prestigieux, et qui surtout eh bien, était vu par notamment beaucoup de personnes issues de l'immigration et qui voyaient ça pour leurs enfants comme une voie d'une très grande réussite. Je dois juste là vous dire une anecdote que m'a racontée une amie à moi qui a enseigné dans un collège un peu difficile. Des élèves qui lui ont dit un jour, et madame, vous avez dû être très mauvaise à l'école hein, pour finir prof. Il parlait des salaires, il parlait de qu'est-ce qu'on voudrait faire, etc., gagner de l'argent. Je disais, ah, vous avez dû être mauvaise à l'école, madame, pour finir prof. Voilà. Alors que on a quand même
On a Alors qu'elle n'était actuellement pas mauvaise du tout. non, bah non. Alors qu'en plus de ça, il y a encore des normaliens qui enseignent Oui, oui. la plupart dans les lycées, hein. Mais si vous prenez les lycées qui entourent Paris, le lycée du Kremlin 17, le lycée de Charenton, le lycée pour le coup de Montreuil, tous les lycées qui entourent Paris sans être dans Paris même, vous avez là, pas un, mais vous avez plusieurs normaliens qui continuent à enseigner et qui d'ailleurs suivent ce pourquoi ils avaient été recrutés. Alors que les nouvelles générations, par exemple de normaliens, quasiment à 100%, refusent d'aller mettre les pieds dans les classes de collège, de lycée, et même pour le coup, et même en l'occurrence à l'université, parce qu'ils connaissent les conditions extrêmement dégradées, les conditions de travail des enseignants, mais aussi les conditions d'études, pour le coup, des étudiants ou des élèves, parce que les conditions de travail des enseignants sont les conditions d'études des générations qui montent. Et Justement, ça, en l'occurrence, par rapport à ce que vous nous demandiez, Monsieur Kaila, tout à l'heure, également, on assiste à la fac, on a tous les deux travaillé à la fac aussi, et on a observé à quel point les salaires étaient en train de s'effondrer aussi, soyons clairs, à quel point les moyens étaient en train d'être restreints depuis l'autonomie des universités, évidemment, et puis à quel point l'université était gangrénée elle aussi par le pédagogisme et la tentative de contrôler Tout la à fait. liberté des enseignants. Et notamment, j'ai appris l'an dernier que les compétences catastrophiques dans le secondaire et dans le primaire étaient instaurées dans un grand nombre d'universités. Donc petit à petit, on efface les notes et on va aller aussi vers un système de compétences. Alors avec, par exemple, comme motif, au fond, le fait que les élèves, les étudiants arrivant dans le secondaire doivent obtenir le diplôme. Doivent obtenir le diplôme. C'est-à-dire qu'entrer dans la classe donne le diplôme dans les faits. On ne va pas sanctionner un niveau alors même que l'élève n'est pas obligé d'être là. L'étudiant n'est pas obligé d'être à la fac ou dans une école. Il peut faire autre chose. Il peut aller travailler, il peut faire une autre formation. Il n'est pas contraint. Eh bien, au lieu de lui dire tu n'as pas le niveau, c'est pas possible, là c'est catastrophique, donc je ne peux pas te donner le diplôme, l'entrée dans la classe donne déjà le diplôme dans les faits. Et l'université notamment est en train de tendre vers ça. C'est-à-dire ce qui a détruit la primaire et le collège est en train d'être récupéré à la fac. Et c'est là où justement, vraiment à l'envers d'une pensée complotiste, mais je vois non pas la main invisible du marché, mais une volonté de certains néolibéraux, on va se mettre d'accord, je pense, sur ce terme, de casser le service public d'école. Je tiens à le dire, puisque je crois que vous savez, mais Arnaud est dans le public, je suis dans le privé sous contrat. Les deux sont totalement affectés de la même manière. Le privé sous contrat français est une spécificité qui ne coûte pas si cher que ça, ni à la société. Ça serait très long à expliquer, ne m'agressez pas. Mais, vraiment, ça ne coûte pas si cher que ça à la société, ni très cher souvent aux parents, par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis ou autres. Mais ce grand secteur public ou semi-public, on va dire, de l'école, va dans le même sens. Il est détruit de la même manière. Et le supérieur, qui était préservé jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, est en train vraiment d'être attaqué. Avec parfois même des parents qui vont combattre des notations de professeurs d'université qui seraient trop méchantes, trop mauvaises, parce que leur enfant, on ne sait pas trop pourquoi, devrait avoir le diplôme à la fin de l'année. Alors, Donc, juste pour un mot, c'est vrai que l'université, on met ça, hein, bon, ça serait trop long pour en parler. Nous avons néanmoins les moyens de ne pas appliquer ces réformes parce que, en fait, principe, oui. contrairement à vous, nous, on a une liberté constitutionnelle hein, de recherche et pédagogique, ce qui fait qu'il y a, en fait, et c'est un peu un problème à l'université, c'est-à-dire qu'on a des présidents d'université qui veulent appliquer les politiques du ministère, mais en bas, en fait, les profs font ce qu'ils veulent et ils notent comme ils veulent. Alors, certains, effectivement, sont les bons élèves. Hein, ils essayent de noter des compétences, mais en fait, c'est impossible à faire. Je veux dire, moi, mes collègues juristes, vous ne les rentrerez jamais là-dedans. Par ailleurs, l'insertion professionnelle d'un étudiant en droit, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, nous ne voyons pas l'utilité. Nous ne sommes pas formés parce que l'approche par compétence, ça veut dire mettre en situation professionnelle des étudiants. Comment voulez-vous que nous sachions mettre en situation professionnelle avec, de manière pluridisciplinaire. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de bruit sur les approches par compétences, mais les résultats, et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de résultats. Ça ne marchera pas à l'université. Et heureusement, nous avons des filières professionnelles dans lesquelles on pourrait éventuellement faire des compétences, mais nous, ce qui est au cœur de notre métier, c'est le savoir. Et le savoir,
c'est la matière, c'est la discipline au sens voilà, secteur de connaissances. Et c'est pas l'approche professionnalisante qui est au cœur de notre passion et de notre métier. Donc nous ne le ferons pas et j'attends de voir comment le ministère va nous obliger à faire quelque chose alors que nous avons des garanties de liberté bien plus élevées que celles des profs du secondaire. Mais c'est ce qui s'est passé dans le secondaire également, ça rejoint ce que vous disiez, Madame Nikolski aussi. Dans le secondaire, on a fait de la résistance un peu passive, c'est-à-dire qu'on a refusé d'appliquer les compétences. Et en fait, on ne peut pas réellement nous les imposer. Donc, on avait des chefs qui nous imposaient de noter par compétences, mais ils ne pouvaient pas nous y obliger réellement. Et en fait, là, pour le coup, je vais parler de lâcheté, de soumission. Certains qui étaient vraiment pour et qui ont le droit, qui les ont appliqués, qui se sont donné un mal de chien, un boulot de dingue pour un résultat totalement nul, inutile et même vraiment négatif par rapport à la notation. Mais quand on ne voulait pas l'impliquer, on ne l'a pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe strictement rien d'ailleurs. Donc en fait, c'est beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Mais le problème, c'est qu'il y a toute la masse des soumis, des lâches, de ceux qui vont laisser suivre les directives et détruire leur propre Perte de appareil, en fait. temps, la perte de temps, les réunions qui servent à rien. C'est Bon, ça. moi, c'est bon, maintenant, je ne fais plus aucune réunion sur la parole par compétence, hein. Je suis assesseur à la pédagogie à la fac, hein. Donc, je suis responsable de, justement, je suis entre le marteau et l'enclume, hein, entre ce que les enseignants veulent et puis ce que la direction veut. Mais bon, j'ai fini par comprendre le truc, hein. Il faut juste, comme vous le dites, hein, ne pas le faire. Ne pas le Voilà. faire. Et puis, et puis voilà. D'ailleurs, ils ont Ça, supprimé les compétences au brevet, hein. Vous avez vu, oui, oui, Attal je sais bien. est en train de revenir Mais en arrière, hein. Ça, c'est Donc, oui, formidable. oui. Ça, c'est formidable. Oui, oui, mais par exemple, mais Monsieur Kayla, quand même, pour revenir et pour rebondir sur ce que dit Nicolas, il se trouve que on dénonce aussi dans notre bouquin, et là aussi, on s'est pas fait que des amis, parce que certains se sont sentis un peu visés, parce que qui n'a pas fait un jour preuve d'un peu de lâcheté hein, dans son exercice professionnel? Eh bien, il se trouve que on a quand même aussi beaucoup de gens qu'on a dénoncés sous le thème de l'Arbin. Parce que malheureusement, notre administration française eh bien, n'exige pas simplement que l'on soit d'accord avec elle, elle exige qu'on se conforme à la fois dans la pratique, mais aussi dans les idées, dans l'état d'esprit. Et puis ben, certains voient que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que grâce à ça, ils ont de petits avantages eh bien, que d'autres n'ont pas. Et donc, ils se font bien voir, pour dire les choses, hein, et ils en obtiennent des contreparties. Alors, ça existe partout. Hein, ça existe depuis que le monde est monde. Mais malheureusement, eh bien, on voit que des tas de choses qui avant ne permettaient pas ça, par exemple, il se trouve que depuis l'arrivée de M. Macron et la loi de rénovation du dialogue social, hein, comment il a rénové le dialogue social? Il a fait sortir, par exemple, toutes les organisations syndicales des commissions mixtes paritaires. Donc, elles s'appellent toujours commission mixte paritaire, mais les syndicats n'y siègent plus. Donc, les salariés n'y siègent plus. Mais elles sont mixtes et paritaires. Bon, sur le papier. Eh bien, il se trouve que en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a rendu totalement opaque nos mutations, nos changements de poste, nos promotions, le fait que l'on ait ou pas une légère accélération de carrière. Tout est devenu totalement opaque. Et ça, c'est la voie ouverte à quoi? C'est la voie ouverte au népotisme, c'est la voie ouverte au clientélisme, c'est la voie ouverte aussi à exactement ce que dénonçait Nicolas tout à l'heure sur les notes, pour les élèves en tout cas, c'est-à-dire au localisme. Et c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des règles nationales qui s'appliquent parce qu'elles sont simples à appliquer, on veut absolument faire rentrer cet esprit de l'entreprise privée qui consiste à dire je vous recrute parce que j'ai envie de travailler avec vous, je ne vous recrute pas parce que je n'ai pas envie de travailler avec vous, et étant le patron, étant le propriétaire de la boîte, c'est moi qui décide. C'est une logique qui n'est pas celle des services publics, qui n'est pas celle par laquelle on recrute des professeurs, des administrateurs de l'État, etc., etc. Ça, tout doucement, c'est en train de se mettre en place, sauf que Macron a largement fait s'accélérer ce processus. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que au fond, eh bien, tous les pédagogues que l'on dénonce, curieusement, sont tous copains avec les chefs d'établissement, avec les inspecteurs et avec la chaîne hiérarchique. C'est pour ça foncièrement qu'on les dénonce. Parce que c'est nous, en tout cas c'est notre analyse, ils ne font pas simplement que accompagner la baisse du niveau, ils l'accélèrent. Il ne faut pas que accompagner la baisse des dotations, ils la justifient.
Et surtout, malheureusement, ils ne font pas qu'accompagner la destruction progressive de notre métier, de ce que vous décriviez comme une passion. Le fait que si on est devenu, nous, professeurs de lettres, mais certains professeurs de maths, c'est parce que nous, on aimait les livres et que d'autres aimaient les équations. Et qu'il n'y a pas simplement un devoir à transmettre, il y a aussi un plaisir à faire cette matière et qu'on espère aussi susciter des vocations. Or, ça, c'est quelque chose qui s'est totalement perdu. L'idée que quand on a affaire à des élèves, à des lycéens, à des étudiants, eh bien, on essaye de transmettre le flambeau. Parce qu'on sait que dans 25 ans, on sera normalement à la retraite. Je ne sais pas si on touchera grand-chose, mais on sera à la retraite. Et qu'il faudra des gens pour nous remplacer. Et pour transmettre ce savoir, parce qu'à 80 ans, on pourra continuer à le faire, mais on ne sera plus devant nos classes. Et on n'en aura plus ni l'énergie ni la force. Et ce depuis longtemps. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui fait partie du dénigrement du métier de professeur aujourd'hui, avec l'idée que ce n'est pas un modèle à suivre. Moi, j'ai encore, l'autre jour, vu sur les réseaux sociaux, c'était pas sur les stylos rouges, c'est sur un autre, les 800 000 feignasses, quelqu'un de dire, eh bien, en l'occurrence, ma fille m'a dit qu'elle elle est très forte dans cette matière, voilà, je lui ai fortement déconseillé notre métier. Je me suis permis d'intervenir pour lui dire, vous auriez dû lui lister les défauts et les difficultés du métier, mais l'encourager. Parce que si elle a vraiment envie d'être professeur, c'est pas simplement qu'on en aura besoin, c'est qu'elle sera extrêmement heureuse dans son métier. Et donc, malgré toutes les difficultés, et c'est moi peut-être le pendant plus optimiste par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est que la situation, effectivement, ne va pas aller en s'arrangeant, ça c'est sûr, que les finances publiques ne vont pas s'améliorer, hein, comme le poids de la dette. En revanche, ça peut être encore un très beau métier. Mais c'est très difficile d'être un beau métier quand on vous supprime des heures, quand on vous remplit vos classes et qu'on vous demande d'être bien autre chose qu'un professeur. Nous, en tout cas, de notre vivant, tant qu'on sera là, on ne se laissera jamais transformer en animateur. Voilà. Écoutez, merci. Je crois on va arrêter là parce on a dépassé déjà de plus d'un quart d'heure. Voilà, évidemment, cette émission se retrouvera sur YouTube bientôt, dans les prochaines heures. Je vais y veiller. On mettra d'ailleurs en visuel la couverture de notre livre, comme ça, et je mettrai en commentaire également donc l'éditeur, etc. Ça, bien entendu. Et puis, je veux vous remercier quand même d'être venu. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'on aborde la question des groupes et des classes de niveau, parce que je crois que vous étiez plutôt favorable à cela. Et puis, on a vu la manière dont Madame Belloubet euh, avait abdiqué. Euh, et puis, je voulais aussi vous dire quelque chose. J'ai bien aimé votre glossaire à la fin, parce que c'est la première fois que je vois un glossaire humoristique. Et moi qui connais un petit peu l'administration de l'éducation nationale, ça m'a bien fait rire. Euh, donc voilà, bravo pour votre glossaire, entre autres. Merci à vous. Voilà. Je vais vous remercier. On va arrêter ici pour cette émission. Je remercie les personnes qui ont bien voulu nous regarder en direct. On espère en avoir un peu plus et on a toujours un peu plus ensuite en différé sur YouTube. La prochaine fois, alors je ne vous donne pas encore la date, nous essaierons d'inviter la personne qui nous a permis de tenir cette émission, c'est-à-dire Philippe Guibert, pour son livre Gulliver enchaîné, Le déclin du chef en politique. C'est un livre qui est sorti il y a peu de temps et je crois qu'il mérite aussi qu'on l'interroge sur son livre, notre ami Philippe. Si vous vous intéressez, messieurs, aux questions constitutionnelles, je crois que vous pourrez nous regarder. Et puis voilà, je remercie tout le monde et on donne un rendez-vous pour une prochaine émission des Amis de Coralie Delhomme. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.